Bon, écoutez, bonsoir à tous. Il est déjà l'heure vendéenne, c'est-à-dire presque 40. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus ce soir assister à ce nouveau conseil municipal donc, en date du 16 mai à Luçon. Ce conseil municipal sera... Enfin, il n'y a que 12 délibérations, on va dire. Après, bien évidemment, on prendra le temps qu'il faut pour pouvoir délibérer. Mais dès à présent, je vais faire l'appel des présents et des représentés. Donc, Dominique Bonin présent, Yveline Thibault, François Edouin, Fabienne Parpaillon, présente. Arnaud Charpentier, présent. Olivia Bertrand, Denis Lesage, présent. Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud, Annie Sorin. Francis Vrignot est absent, donc il a donné un pouvoir à Denis Lesage. Jean-Philippe Charrier. Francis Villemot est en réunion à la communauté de communes, donc il a donné pouvoir à Fabienne Parpaillon. Jean-Marc Boitel. Géraldine Libessart. Donc Anne Loriot Vettorazzo travaille, donc elle m'a donné son pouvoir à Dominique Bonin. Annabella d'Acosta est toujours malheureusement encore, on va dire, convalescente aujourd'hui. On espère revenir vers nous très très vite. Donc elle a donné pouvoir à François Edouin. Karine Pasteau est absente, elle a donné pouvoir à Yveline Thibault. Marie-Laure Chaumont, Julien Gouriou. Jennifer Macot, comme traditionnellement, travaille, donc elle a donné pouvoir à Arnaud Charpentier. Julia Guilloton. Kevin Bonneau a donné pouvoir, alors là, il y a Christian Grimaud, pardon, là, c'est ça. Martine Sosso est absente, a donné pouvoir à Arnaud Bouget. Jean-Luc Pinet, Arnaud Bouget, Cyril Larieux, présent. Audrey Gentreau et Nathalie Granger. Voilà, donc merci. Le quorum est bien évidemment atteint. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance, en l'absence de Kevin Bonneau, notre chère Julia. Voilà, Julia, donc ce sera toi la secrétaire de séance pour ce soir. On vous demande tout d'abord d'adopter le procès-verbal du conseil municipal du 11 avril 2023. Aviez-vous des remarques? Non. Donc on vous le soumet au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors avant de passer au traditionnel donc, conseil municipal, comme d'habitude, quelques informations. Tout d'abord, je vais en profiter pour, bien évidemment, vous y attendez tous, rendre hommage à Daniel Gachet, donc, qui nous a quittés dernièrement. Daniel qui a servi la collectivité pendant près de 25 ans. Daniel Gachet qui, comme tout le monde le sait, avait un engagement politique très fort dans le sud Vendée et même au niveau national, et qui était également aussi un homme proche de la nature et des animaux. Son image se rapportera bien sûr à sa loyauté qu'il avait envers ses engagements justement et envers ses amis et sa jovialité du quotidien. Sa vie a été marquée effectivement par ces deux engagements, comme je le disais, car très jeune déjà gaulliste, il était un militant très convaincu, dévoué et aussi voué par ses convictions. Et puis aussi, donc il a été conseiller municipal à Luçon de 1995 à 2020 et il a occupé le poste de premier adjoint au maire de 2008 à 2014. Il a été en charge de l'urbanisme comme adjoint donc, durant 3 mandats. Il aura conduit de nombreux projets pour l'aménagement et le développement de la ville. En communion permanente avec la nature, comme je le disais précédemment, et sa passion notamment pour les animaux, il avait créé en 1997 la journée du cheval et du chien, ce qu'on appelait à l'époque la JL2C. Au fil des ans, cette manifestation estivale incontournable et très attendue par des milliers de visiteurs à l'hippodrome des Enclos à Luçon a pris de l'ampleur grâce à son dynamisme, avec notamment les chats et les coqs, qui étaient devenus ce qu'on appelle la JL4C. Voilà. Malheureusement, donc à l'âge de 79 ans, une pathologie foudroyante a emporté Daniel en quelques mois. Bien sûr. Alors Daniel, on va y revenir, mais ne souhaitant pas de fleurs à ses obsèques, privilégiant les dons pour des associations, donc comme il le faisait toujours dans le cadre associatif, auprès d'associations caritatives ou humanitaires, avait souhaité qu'un don soit fait aux Amis de Claire, qui est une association
donc créée en 2005, qui a pour but de collecter des fonds pour soutenir la recherche sur le cancer de l'enfant et venir en aide aux familles touchées par la maladie de ces enfants. Donc ce qu'on vous proposera tout à l'heure, c'est une délibération en ce sens, pour faire un don donc, de l'équivalent de la gerbe qu'on souhaitait lui donner, enfin lui offrir donc, pour ses obsèques, donc en don aux Amis de Claire. Voilà. Et puis malheureusement, une deuxième personne qui était en fait très chère à mon cœur, malheureusement aussi nous a quittés, et je souhaite en parler ce soir, c'est Paulette Pifteau. Paulette était une ancienne résistante qui est donc née à Mouzeuil-Saint-Martin, donc en mai, enfin elle avait 101 ans quand elle nous a quittés, donc ce 3 mai. Elle était née à Mouzeuil-Saint-Martin le 1er février 1922. Nous avions fêté ses 100 ans l'année dernière à son domicile. Et comme toujours, elle nous chantait des chansons patriotiques. Hein, et puis, donc elle ne pouvait pas terminer une journée sans effectivement chanter de chansons patriotiques. Donc dans les années 30, elle avait quitté, enfin avec ses parents, donc elle avait fait bien sûr l'école communale de Mouzeuil, et après elle était venue chez son grand-père qui était tailleur de pierre à Luçon, et elle est devenue couturière. Dès 1940, au début de la guerre, Paulette a très vite quitté la ville de Luçon qui était à l'époque occupée par les Allemands pour un périple en vélo de 450 km pour rejoindre sa famille. Donc elle avait des cousins à Pau pour se mettre à l'abri. Mais très vite elle est revenue à Luçon parce qu'elle voulait s'engager dans la résistance et elle a mené des opérations à partir notamment de la ferme de Bouchenois qu'on connaît très bien près des Magny-Régnier pour mener des opérations et notamment elle avait permis l'évasion par certains biais de plusieurs soldats français qui étaient emprisonnés à l'époque. On avait comme une petite prison donc dans la rue Richelieu à Luçon. Malheureusement, elle avait été dénoncée et puis elle-même a été emprisonnée pendant 4 mois donc à La Roche-sur-Yon. Sortie de prison, elle a épousé André Pifteau, qui est également lui-même résistant. Malheureusement, André est décédé dans une mission au Sablot dans le cadre de la défense de la poche de La Rochelle en 1945. André, juste avant sa mort, avait permis quand même à Paulette de porter un enfant. Et donc Paulette a eu une fille qui s'appelle Marie-France, que l'on connaît tous bien et qui vit aujourd'hui toujours à Luçon. Donc elle a repris ses études, Paulette. Et puis ensuite, après ses études, elle a travaillé à la mairie de Luçon pendant quelques temps. Mais très vite, elle est devenue surveillante générale au collège Beausire, jusqu'à sa retraite. Donc elle était au collège Beausire de Luçon. En 1995, après une retraite bien méritée, pendant plus de 15 ans, et c'est là où je l'ai rencontrée, elle était bénévole au Resto du Cœur à Luçon. Ce qu'on connaissait de Paulette, c'est qu'elle c'était une femme intègre, droite et exemplaire, très active et bienveillante, toujours à l'écoute, et malgré son grand âge, elle servait au quotidien. Voilà, donc je voulais simplement évoquer Paulette ce soir, parce que je pense que tout naturellement, mais là après, ce seront des décisions qui nous appartiendront dans quelques temps. On a donné l'année dernière un nom à Cécile Collier, donc le nom d'une femme luçonnaise, qui était poétesse et chanteresse à l'époque, pour une artère dans le futur lotissement à l'arrière des Commets, donc Cécile Collier. Pourquoi pas aujourd'hui donner éventuellement le nom de Paulette Pifteau, également une rue, un bâtiment, voire peut-être une institution. Paulette a été résistante, je le rappelle, a travaillé à Luçon, principalement donc au collège Beausire. Ce collège qui va devenir prochainement le futur groupe scolaire de l'école publique. Voilà ce que je voulais dire de Paulette aujourd'hui, tout naturellement. Dans les informations diverses que je voulais continuer à porter, nous avons le tirage des jurés d'assises qui se faisait traditionnellement au sein du conseil municipal, vous vous souvenez, hein, on appuyait sur un bouton, puis il y avait des noms qui apparaissaient. Là maintenant, ce tirage juré d'assises n'est plus obligatoire en conseil municipal, hein, et pour des commodités, parce que ça demande toute une technique à mettre en place, sachez que ce tirage se fera donc en salle du conseil, donc le mercredi 24 mai, à 9h30, pardon, pas en salle du conseil, dans le hall de la mairie, le mercredi 24 mai à 9h30. Donc s'il y en a qui veulent y assister, en tout cas nous y serons. Donc le 24 mai à 9h30, tirage au sort des jurés d'assises de la ville de Luçon. Dans les informations diverses, nous avons le défi mobilité. Peut-être que Denis, tu veux... alors attends, je vais te donner, pardon, excuse-moi. Tiens, je te donne un flyer.
Et pendant ça, on va faire passer les flyers concernant cette semaine de la mobilité sur Luçon. Je te prends un petit peu mal à propos, je m'excuse. Je t'ai fluoté tout ce que... Comme je sais que c'est toi qui as mené un peu l'opération avec les services. Voilà. Ouais, merci Dominique. Effectivement, c'est un défi mobilité donc, qui est dans le cadre du mois de mai à vélo également. Différentes manifestations et mobilisations pour la pratique du vélo et les mobilités douces donc, sur lesquelles on travaille avec le comité consultatif, avec la municipalité et avec la communauté de communes. Il y a un grand nombre effectivement d'animations qui vont avoir lieu sur Luçon, donc notamment sur la semaine du 22 au 28 mai, avec des acteurs qui se sont proposés, qui sont des acteurs du monde du vélo, soit des associations comme les cyclos luçonnais ou comme le Vélos Club luçonnais, des membres du comité consultatif ou des acteurs comme Au Vélo de l'Atlantique, l'Atelier du vélo, Lovely Bicyclette. Et j'espère que j'en oublie pas. A priori, je n'en oublie pas. Donc, un grand nombre d'animations qui vont être publiées sur les réseaux sociaux et sur le site Intramuros, sur l'application Intramuros donc de la ville et de la communauté de communes. Et tout un chacun est convié à un pique-nique organisé par la communauté de communes et la ville de Luçon. Donc, un pique-nique pour lequel il faut venir avec son panier, avec son pique-nique. Le mercredi 24 mai également, donc après le tirage au sort, entre 12h et 14h, un pique-nique qui est organisé au Jardin du Maine. Voilà, donc l'objectif de cette semaine du défi mobilité, c'est de promouvoir la pratique du vélo en ce printemps, en ce mois de mai, et des mobilités douces donc pour cette saison 2023. Voilà, merci Denis. Donc on retrouve ce programme bien sûr sur le site de la ville, sur aussi l'application Intramuros maintenant qu'on a dû tous télécharger, hein, qui est une application intéressante, hein, où on a les événements marquants sur la ville, mais également sur les communes environnantes. Donc vous avez tout ce programme qui est dédié, et bien évidemment aussi sur la page Facebook de la ville de Luçon. Dans les informations encore, le nouveau logo de la ville, comme vous le savez, donc, dans la perspective d'un renouvellement d'identité visuelle, donc nous avons le 4 avril soumis à un sondage auprès des Luçonnais de logos, hein, en lice, hein, près de 1050 personnes ont voté. C'est la référence donc, du logo numéro 2 qui a été choisi, hein, sachant quand même que, bien évidemment, on réitère le fait que le blason, donc, qui est une empreinte immuable de l'histoire de Luçon, demeurera bien sûr au fronton des bâtiments et que le logo, c'est bien une expression dynamique, hein, en cours, qu'on identifie aujourd'hui donc, et qui sera porté par les services plus principalement. Vous l'avez donc ce logo qui est donc derrière, là sur les, on appelle ça les calicots, c'est ça, hein, ouais. Alors ce logo, juste pour décrire la symbolique, hein, c'est la graphiste qui nous a donné ces informations. C'est l'analyse du patrimoine architectural et culturel luçonnaise qui met en exergue l'arc et les arches. Hein, sa symbolique évoque l'idée d'une porte, d'un passage, d'une transition, d'une ouverture et de bienvenue, à travers notamment bien sûr son haut. Elle est à la fois douce et ancrée, ouverte et stable. Ce sera le symbole retenu pour la construction du logotype. Ainsi, le U utilisera la forme du blason, que nous on a traditionnellement, et le haut, celui des arches du patrimoine de Luçon. Au pied de l'arche du haut, la lumière projetée à travers les arcs de verdure, le reflet du kiosque sur l'eau des fontaines des Naïades et le canal de Luçon. Le patrimoine vert de Luçon est symbolisé par les couleurs, les éléments de feuillage à l'intérieur du haut, sur la cédille devenue végétale. Les couleurs, donc, sur le blason, c'était traditionnellement le rouge, hein, qui nommé gueule sur les armoiries, qui était le symbole de courage, d'hardiesse, d'intrépidité. Il est remplacé par le vert, qui est également présent sur le blason actuel, dont la symbolique de, bien sûr, la nature, l'environnement, la renaissance, la prospérité, la vitalité, la couleur de l'espoir aussi, du progrès, et plus en adéquation avec les politiques actuelles et futures, bien sûr, qui sont engagées aujourd'hui par les collectivités principalement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette symbolique de la feuille, enfin du logo donc de la ville de Luçon. Dans les informations récentes, nous avons eu l'inauguration du kiosque ce week-end
C'était une animation très importante pour nous, qui marquait, on va dire, le début des festivités déjà. Et puis aussi, c'était un temps fort sur la ville qu'on avait voulu, effectivement, du fait que ce kiosque est rénové, qui retrouve effectivement ses origines, était pour nous une symbolique forte. Je vais peut-être laisser Stéphanie en dire quelques mots. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que ça a été, semble-t-il, une vraie réussite. Donc, on va rester modeste. C'est vrai que les services nous parlent de quelques 3000 personnes. Alors, malheureusement, on n'avait pas posé de personnes qui auraient pu faire le comptage. Donc, ça reste effectivement approximatif. Moi, j'y ai fait déjà une petite analyse. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui permettent de comprendre ce succès. Alors d'abord, c'est vrai qu'on a eu une organisation qui a été très précoce dans l'année, puisque, me semble-t-il, c'est quelque chose en municipalité que nous avons préparé dès la rentrée de septembre 2022. Le rétro-planning aussi que les services avaient préparé était très important et très bien établi, ce qui a permis en effet d'anticiper la préparation de certaines réunions. Nous avions également fléché les associations susceptibles de se programmer dans cette journée-là. Certaines, finalement, ne s'y retrouvaient pas et ne voyaient pas comment pouvoir s'investir dans cette journée. Pour autant, elles étaient plus d'une douzaine présentes. Je pense aussi qu'un des facteurs qui a contribué à cette réussite pour les associations, en tout cas pour leur présence, c'est le fait qu'il y avait une forme de liberté pour elles à s'inscrire dans une certaine créativité et en même temps un fil conducteur que nous, la municipalité, avions imposé, à savoir la Belle Époque. Certaines associations, pour autant, n'arrivaient pas à s'investir sur ce thème de la Belle Époque. Donc, plutôt que d'interdire, en fait, d'empêcher certaines associations de s'y inscrire, on a ouvert un petit peu le champ des possibles et on a proposé l'art dans sa continuité au fil des décennies, avec notamment cet esprit guinguette d'entre-deux-guerres et puis même après cette période post-Seconde Guerre mondiale. Un autre facteur aussi, c'est bien évidemment la cohésion et l'investissement des services. Je pense que la nouvelle direction du pôle communication, culture et animation qui est portée par Madame Christelle Beaujon participe aussi largement à un encadrement des activités, des réunions et une mise en valeur des différents temps, notamment l'organisation matérielle. Un autre élément aussi qui a participé à cette belle journée, c'était aussi le fait que les espaces étaient assez divers. Finalement, il y avait une scène sur l'eau qui a pas mal plu. Il y avait aussi un petit espace au niveau du centre du Jardin du Maine qui était l'espace des amoureux et le belvédère ainsi que le kiosque qui était utilisé. Donc les gens ont pu en fait aller à droite et à gauche et aller et venir dans le jardin et parfois même s'isoler. Et ce qui a permis en fait à ce que les populations restent un petit peu plus longtemps dans le Jardin du Maine. Et puis enfin, ce qui est rare et parfois attendu, on nous a beaucoup dit dimanche que c'était quelque chose que les gens attendaient à nouveau. Et en même temps, on sait que quand les choses sont attendues de manière rare, eh bien, ça permet de susciter l'intérêt. Et puis la dernière chose, bien évidemment, la météo qui était largement clémente et qui a permis justement aux gens de sortir et de profiter de ces belles festivités. Voilà. Donc on remercie à nouveau toutes les associations qui s'étaient inscrites à cette journée. Donc il y avait la Philharmonique, il y avait l'école de musique intercommunale, il y avait les écoles de danse ACDAC et Atelier Danse, il y avait également les voiliers, il y avait Dactrad, il y avait les compagnons du théâtre, le Bagat de Vendée, la contribution aussi du comité des fêtes de Luçon, Histoire de l'âme, les DAC du Cardinal, l'association d'André Lelourec qui n'était pas présent à Luçon Tourisme, Patrimoine, Culture. Et puis enfin, monsieur Christian Normand et monsieur Francis Vrignot pour l'association Aslav qui se sont largement investis avec le prêt des calèches et les tours en calèche avec les personnages célèbres luçonnais. Voilà. On avait aussi, oui, l'école de musique intercommunale avec le vol au vent. Ouais. Puis on avait aussi le comité des fêtes, bien sûr, qui organisait tout ce qui était restauration, bar. Et puis aussi, il y avait
la chorale des do majeur. Oui, voilà, très bien, ne pas oublier. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait 2 petits créneaux de 10 minutes. Et finalement, les Pinkstone, avec les cornemuses, se sont greffés sur 2 petits intermèdes musicaux. C'est ça. Merci Stéphanie. Je pense que c'est vrai, effectivement, c'était un bon moment. Voilà. Mais nécessaire aussi, il en faut d'autres comme ça. Pour information, dans les informations que nous avons à transmettre, l'état sanitaire des arbres. Donc, l'état sanitaire des 3000 arbres sur la commune a été fait par un bureau d'études. La date de restitution par le cabinet à tout le conseil municipal aura lieu le mercredi 31 mai à 18h30. Vous allez recevoir, si ce n'est fait, donc un mail d'invitation. Donc le cabinet nous fera une restitution donc effectivement de l'état sanitaire des arbres, où malheureusement quelques-uns sont malades, mais on en dira un petit peu plus à ce moment-là. Je vais maintenant laisser la parole 2 minutes à Yveline pour nous parler, malheureusement, parce que là on parle de l'état de santé des arbres, mais il y a surtout l'état de santé des humains qui nous préoccupe beaucoup. Et c'est vrai qu'actuellement nous avons donc des procédures qu'on appelle adaptées pour réorganiser les soins des urgences sur Luçon. Et pour les jours à venir, nous avons reçu des services départementaux donc des informations concernant les ouvertures ou fermetures des urgences. Je laisse Yveline en dire quelques mots. Merci, monsieur le maire. En effet, oui, l'état de santé des urgences est inquiétant également, puisque l'effectif médical ne suffit pas pour que les urgences de Luçon puissent s'organiser dans l'offre de soins d'urgence. Donc, certains jours, sur le site de Luçon, on se trouve confronté donc, à la problématique de la continuité des permanences de soins. Et sur ce, la procédure dégradée, alors j'aime pas bien utiliser le terme, mais c'est le terme qu'ils utilisent, est mise en œuvre pour sécuriser les prises en charge médicales. Donc, en fait, on a reçu, parce qu'en fait, c'est en toute transparence avec l'hôpital et ils nous tiennent informés sur la réalité. Donc voilà, je peux vous donner à la date d'aujourd'hui en fait comment ça se passe. Sur les périodes de journée et de soirée, soit de 18h30 à 23h, il y a la fermeture du SMUR. Et le secteur est assuré par les autres SMUR de proximité, mais il y a l'équipe paramédicale de médecine d'urgence qui, par contre, est opérationnelle, donc qui est composée d'un médecin, d'une infirmière. Donc, en fait, il y a tout de même ça qui est opérationnel. Et puis, la réorientation des patients du circuit court, ultra court ou au besoin, afin d'éviter un allongement inutile des temps d'attente. Et donc, ça, c'est pour le mardi, on est mardi 16, c'est ça. Et à partir de 23h à 8h30 demain matin, le périmètre habituel d'intervention du SMUR, si disponible, et un accueil uniquement des patients régulés par le centre 15 et les urgences vitales. Ensuite, pour mercredi 17 et vendredi 19, la période de nuit de 23h à 8h30 donc, est assurée par le périmètre habituel d'intervention du SMUR et accueille uniquement des patients régulés par le centre 15 et les urgences vitales. Pour du vendredi, puisqu'on est sur un grand week-end, du vendredi 19 mai 8h30 au lundi 22 mai 8h30, pour les périodes de journée de 8h30 à 18h30, donc il y a la fermeture du SMUR et le secteur est assuré par le SMUR de proximité, mais le PMU, donc l'équipe paramédicale de médecine d'urgence, est opérationnelle. Et la réorientation des patients du circuit court, ultra court au besoin, afin d'éviter un allongement inutile du temps d'attente. Et pour les périodes de soirée et de nuit, soit de 18h30 à 8h30 le matin, il y a le périmètre habituel d'intervention SMUR si possible et l'accueil uniquement des patients régulés par le centre 15 et urgence vitale. Donc là, moi, je peux vous donner actuellement jusqu'au 22 mai et en fait, on sera informé pour la suite. Voilà. Une information qui n'est pas très agréable, mais pour autant, on n'a pas le choix vu le problème d'effectif des urgentistes. Voilà, donc toujours vigilance. On espère que ça va s'amenuire dans les semaines qui viennent, parce que les urgentistes, maintenant, ils préfèrent actuellement être, bien sûr, dans les cliniques privées, parce qu'ils bénéficient encore d'émoluments intéressants pour eux, sachant que la loi RIS a plafonné maintenant, effectivement,
les gardes, on peut penser qu'ils reviendront tout naturellement sur les structures publiques pour pouvoir pallier effectivement ce manquement. Mais bon, on l'espère, en tout cas on croise les doigts pour cela. Voilà. Ensuite, dernière information que je voulais vous porter avant bien sûr d'entamer le conseil municipal, c'est malheureusement, vous l'avez tous lu dans la presse ou entendu parler bien sûr, la malheureuse intrusion et l'accident qui ont eu lieu dans la nuit du 8 au 9 mai sur le site de l'ancienne piscine de Luçon, avec donc 3 jeunes qui étaient à l'intérieur de l'espace, dont un a fait malheureusement une chute d'environ 5 mètres à travers bien sûr un plafond qui était déjà bien dans un triste état. Le jeune aujourd'hui est en soins intensifs malheureusement, donc un jeune de 15 ans. Et puis son état, donc, il est stationnaire aujourd'hui. Nous sommes en contact avec les grands-parents qui sont sur Luçon très régulièrement. On a donc des informations concernant l'avancement donc, de son état de santé. On espère qu'il s'améliorera au fil des semaines. Donc ce site de l'ancienne piscine, pour rappel quand même, elle a été désaffectée en 2018, sachant qu'elle avait été fermée déjà quelques années auparavant. Donc dès 2020, je sais que Denis avait pris à bras le corps, donc avec les services, le dossier en main, en vue de réaliser une opération foncière sur ce site. On n'a pas perdu de temps après les élections. Dans la foulée, une démarche est engagée donc avec l'établissement public foncier de la Vendée. Et en 2021, une convention d'action foncière de réalisation d'un programme d'aménagement avec transfert de propriété à l'EPF a été réalisée. La ville a mandaté en 2022 l'EPF et un PV de gestion nous lie à l'EPF pour la veille concernant la ville de Luçon. Donc une veille et une surveillance et entretien autour du site qui a lieu chaque semaine. Donc chaque semaine, les agents de la ville donc, font le tour du site pour s'assurer effectivement de la fermeture de celle-ci. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas empêché une effraction et puis une intrusion, malheureusement, dans le courant d'un week-end prolongé. L'EPF et la ville, bien évidemment, dès le lendemain de l'accident, se sont réunis sur le site, le lundi matin. Il y avait encore une autre réunion ce matin. Et puis, on se questionne toujours sur le sujet. Il y a une efficacité certaine et affirmée, en tout cas, donc sur la partie sécuritaire du site, parce qu'on l'assure en permanence. Bon, maintenant, une enquête de gendarmerie est en cours et on laissera bien sûr la gendarmerie nous donner les conclusions. Pour nous, il y a eu bien sûr une effraction et en aucun cas un administré ou qui que ce soit ne peut pénétrer dans une propriété privée, que ce soit des anciens locaux de la piscine. Ce site est fermé et non accessible, bien sûr, au public. Et il est signalé comme tel. Si vous allez autour de la piscine, vous verrez qu'on avait bien pannoté partout défense d'entrée, danger. Donc, les décisions qui ont été prises avec l'établissement public du foncier de la Vendée, donc, ces derniers jours, c'est en fait donc la déconstruction de la piscine devrait, enfin ces données qui suivent sur tout le dossier, est effective. Normalement, c'était prévu début octobre. On a demandé à ce qu'elle le soit le plus tôt possible. Pour l'EPF, la destruction de la piscine sera effective certainement au 1er septembre. Mais dans l'attente, ce qu'on va faire, en fait, on va mettre en place la préparation de chantier. En fait, on va clore le chantier comme un chantier tel qu'il se doit en cours de réalisation, de permettre effectivement les actions. Donc là, l'EPF a lancé des devis depuis 2 jours. Dès le début juin, il y aura une mise en place anticipée donc, de la préparation de ce fameux chantier avant démolition et un renforcement de la sécurisation. Ce périmètre va constituer un recul de 2,50 m donc, tout autour de la piscine avec des panneaux pleins en métal. Ce ne sont pas des grillages, mais ce sont des panneaux pleins en métal. Il y aura également une déconstruction de l'escalier qui pourtant avait été condamné, mais déconstruction de l'escalier qui va être faite. Et bien évidemment, toutes les portes vont être consolidées, soudées, comme certaines l'étaient, mais on va reconsolider, on va refermer de l'intérieur. Et puis on aura des passages plus fréquents encore de l'agent d'astreinte. Voilà un petit peu les déterminations qui ont été prises aujourd'hui donc avec l'établissement public de la Fontaine. On invite les Luçonnais et les familles, bien évidemment, et les jeunes, à ce message de prévention et de raison gardée, parce que, à savoir qu'il est formellement interdit pour la sécurité de tous d'explorer des bâtiments. Alors on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle ?
l'Urban Explorer. C'est-à-dire que voilà, c'est un jeu. On va dans les espaces libres et non occupés et on s'amuse à jouer un petit peu quand on était gamin. Nous, on joue aux cow-boys et aux Indiens, mais là, ça continue toujours. On fait ce qu'on appelle l'Urban Exploration à travers les sites qui sont désaffectés. Donc, on apporte une vigilance sur ces sites qui sont aujourd'hui, bien évidemment, ce qu'on appelle des sites désaffectés et puis des friches, qu'elles soient industrielles, commerciales ou tout autre. Voilà, donc on invite au civisme de tous à travers le message qu'on veut porter ce soir. Je ne sais pas si Denis, tu veux rajouter quelque chose ? Non, pas forcément, je ne sais pas, vas-y. Non, c'est bon ? D'accord. Voilà. Par rapport à tout ça, avez-vous des petites remarques, suggestions ? Avant qu'on attaque le conseil, parce qu'on vous donne la parole. Il n'y avait pas de questions écrites, mais on peut bien évidemment vous laisser vous exprimer. Bonsoir à tout le monde. Non, j'aurais plein de choses à dire. Nous aurons plein de choses à dire sur tout ce que vous avez pu nous donner comme information. Juste peut-être une remarque, c'est malheureux d'attendre un accident après 6 ans que la piscine a été laissée ou fermée, qu'on décide, ça y est, de condamner vraiment l'accès. Comme vous le disiez, les jeunes, c'est interdit, mais évidemment, on a été jeunes aussi avant. Voilà, il y a déjà eu un accident, il y a déjà eu une chute du toit, il y a déjà eu un incendie dans cette piscine. Et voilà, il faut attendre qu'un gamin soit entre la vie et la mort pour qu'on décide de vraiment clôturer et empêcher l'accès au-dessus. Première remarque. Rapidement, la fête du kiosque, je tiens à féliciter Madame Le Goff, Madame Beaujon et toutes les personnes qui ont pu rendre cette fête du kiosque aussi réussie qu'elle l'a été. 3 petites remarques peut-être. Ça manque de fleurs un peu dans les parterres du jardin. On est toujours, vous savez, ce qu'on appelle les seins de glace. On est toujours. Fini, les seins de glace. Non, mais ça y est. Les seins de glace viennent de se terminer et toutes les commandes ont été faites, les tapis de fleurs et tout sont mis à partir de la semaine prochaine, comme c'était prévu dans le planning. Voilà. D'accord. Sinon, alors c'était bien, il y avait plein de monde. Il n'y avait peut-être pas assez d'activités pour les jeunes. Et ça me fait penser aussi à la toile d'araignée, le jeu des enfants, qui est bloqué depuis plus d'1 an, je crois. Les cordes seraient arrivées, ça tarde à être mis en place aussi. Ouais. La toile est donc est en phase de réparation. Depuis quelques semaines déjà, c'est fait. Pour l'été, bien évidemment, elle sera réparée. Très bien. Tant mieux. Les arbres, autrement, certains ont encore été massacrés dans l'avenue en face de la nouvelle gendarmerie, l'avenue de Verdun. Pourtant, vous nous aviez assuré il y a 2 ans que c'était à cause du Covid, il y avait un décalage. Là encore, on taille des arbres. Arrêtons. Il y a un monsieur que vous connaissez mieux que moi qui se complaît tous les ans à décrier les arbres ont été taillés à la même époque l'année dernière. De la même façon, 15 jours après, ils étaient redevenus beaucoup plus beaux qu'ils n'ont jamais été. Donc ça va repousser, ça repousse déjà, même dans les secondes dont on parle, là, ça pousse, ça continue à pousser. Les arbres, c'est la vie. Et la vie, elle a bien sûr, comme nous, de temps en temps, il faut passer chez le coiffeur. Donc vous direz à ce monsieur qu'il arrête parce qu'on en a marre. Vous pouvez le répondre, il n'y a pas de souci. Je tiens à remarquer que nous, en tant que citoyens, on n'a pas le droit de tailler nos haies à partir de début avril. Et la ville de Luçon se permet de tailler les arbres au mois de mai. Il y a des animaux et des oiseaux qui nichent à cette période-là. Même si ça repousse après, on les a empêchés de nicher à cet endroit-là. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, vous nous disiez non, ça ne se reproduira plus. Après, M. Launay, c'est factuel ce qu'il annonce, je ne l'invente pas. Très bien, merci. Pour les urgences, c'est assez inquiétant quand même, pour les urgences, ce qui se passe. Vous l'avez dit. Comment communiquer aux citoyens ? Parce que là, on le dit en conseil municipal, la vidéo sera certainement vue par des personnes, mais bien après la période où les urgences seront fermées de nuit, je ne sais pas comment vous pensez communiquer. Le problème des urgences, c'est que, vous voyez, on est d'une transparence incroyable. Enfin, voilà, on le fait, on le dit. Pour autant, sachez qu'au jour le jour, tous les jours, le service de l'hôpital s'efforce à trouver quelqu'un. C'est-à-dire que quand on vous annonce qu'éventuellement à tel moment il n'y aura peut-être personne, peut-être que ce soir-là, et on l'espère, on aura la chance d'avoir quelqu'un aux urgences au bon moment et au bon endroit, parce que c'est un planning qui est donné, mais pour lequel effectivement il peut changer à tout moment, quoi. C'est ça bien heureusement aussi des fois les bonnes surprises qu'on peut avoir. Si je peux me permettre, là on a joué la transparence ce soir. Pour autant, si on n'a pas besoin des urgences, c'est pas la peine de s'envahir la tête à savoir si c'est ouvert ou pas ouvert. Par contre, si on en a besoin, il faut savoir que les services sont assurés. Point. Mais pas sur site. Le SMUR de proximité, vous parliez tout à l'heure, le SMUR de proximité, c'est lequel alors ? Si le SMUR de Luçon est fermé, ça bascule sur quel SMUR ?
Ah ben, sur de proximité, en général, c'est soit Fontenay, c'est soit La Roche, ça dépend. Hein. Il n'y en a pas d'autres ailleurs. Hein. Bah oui. Et ce qui est inquiétant, c'est que là, on est au mois de mai, les touristes vont commencer à arriver. Je ne sais pas comment on va faire cet été avec l'augmentation de la population, les urgences qui ferment. C'est pas nous qui ferons, ce sont les services de l'État. Voilà. Donc c'est eux qu'il faut questionner. Vous pouvez leur écrire, hein, comme on le fait régulièrement. Bien, je vous remercie pour ces réponses. Sachez qu'effectivement, concernant, alors moi je le dis et je le redis, je remercie les services de la ville qui toutes les semaines surveillent cette piscine, quoi que vous en dites, qui depuis 2 ans sont en permanence dessus. On n'arrête pas d'y aller. Mais comme je vous dis, l'Urban Explorer, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont là-dedans. C'est un jeu pour eux, c'est un jeu, prendre des risques jusqu'à l'extrême. Malheureusement, c'est comme ça et vous n'y pourrez rien. On n'y pourra rien si ce n'est que de le prévenir, d'éviter effectivement qu'il y ait des incivilités. Mais moi, je remercie les services de la ville et l'EPF de Vendée qui, depuis 2 ans, font tout pour que ce site soit effectivement sécurisé. Moi, il n'y a qu'une chose que j'attends et que je prêche depuis quelque temps, c'est que le plus vite possible, elle soit rasée. Et on l'espère très vite. Voilà, merci. On va pouvoir commencer le conseil municipal. Alors, première délibération, donc c'est une subvention exceptionnelle donc pour l'association des Amis de Claire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc Daniel Gachet, donc l'élu municipal qui malheureusement est décédé, qui de 1995 à 2020 donc avait été élu et puis adjoint au maire donc de 2008 à 2014 en qualité donc de premier adjoint, eh bien avait souhaité qu'effectivement avec l'accord de sa famille, dans le respect de ses valeurs, on puisse apporter son soutien à une association de lutte contre le cancer plutôt que d'offrir des fleurs. Donc on a estimé, c'est ce qu'on fait traditionnellement, que pour des obsèques, on met environ 60 € donc de couronne de fleurs. Eh bien, on vous propose ce soir tout naturellement de verser une subvention exceptionnelle de 60 € à l'association des Amis de Claire en hommage donc à notre ami Daniel. Voilà. Et on vous demande donc de me donner pouvoir pour signer tous les documents relatifs à cette décision. Alors l'association des Amis de Claire, hein, comme je le rappelle, a été créée en 2005 et puis a pour but de collecter des fonds pour soutenir normalement la recherche sur les cancers des enfants et à venir en aide aux familles qui sont touchées par cette maladie. Voilà. Avez-vous des remarques, des suggestions? Non. Je vous remercie. Je vais le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous en remercie. La deuxième délibération, donc c'est l'accord préalable de la collectivité à une participation indirecte à Vendée Expansion sur une société commerciale. Donc la commune de Luçon est actionnaire donc, à Vendée Expansion et occupe un siège au conseil d'administration en tant que représentant de l'Assemblée spéciale. Elle doit ainsi, en fonction de la situation, donner un accord express et préalable ou être tenue informée s'agissant des prises de participation donc, de Vendée Expansion. Vendée Expansion donc, a un projet qui concerne précisément la SAS Vendée Locimo, donc Vendée Expansion est présidente et qui détient 35% du capital. Il s'agit d'une prise de participation indirecte de Vendée Expansion par l'intermédiaire donc de Vendée Locimo. La société donc Vendée Locimo envisage de procéder à la constitution d'une société commerciale sous la forme d'une société par action simplifiée destinée à porter la construction de bâtiments pour les besoins de développement de la SAS Tronico. Tronico, donc, c'est au capital social donc, de 5 160 000 €, dont le siège social est situé donc, à Saint-Philbert-de-Bouenne, a pour activité la fabrication de cartes électroniques assemblées. Elle est aussi spécialisée dans la conception, l'industrialisation et la fabrication de produits complexes à dominance électronique dans différents domaines, que ce soit l'aéronautique, militaire, automobile, spatial ou médical. Cette société est un acteur majeur pour le marché donc, de tout ce qui est électronique, au service des fabrications électroniques et qui s'adresse aux professionnels et aux industries. Donc, cette société de portage immobilier qui est envisagée de créer, de nommer donc, Tronico Immo, serait constituée avec un capital de 2 730 000 € et ses actionnaires seraient donc Vendée Locimo, la SEM régionale des Pays de la Loire et bien sûr la société Tronico, avec une répartition donc, du capital. Voilà. La société Vendée Locimo apporterait donc 1 296 750 € au capital de cette future société et souscrirait donc 1 296 750 actions à la valeur nominale de 1 € chacune.
Elle porterait ainsi un projet d'investissement immobilier donc d'un montant prévisionnel de 14 320 000 € en tant que maître d'ouvrage, le futur ensemble immobilier étant destiné à être mis en location, donc bien sûr à la société Tronico, par un bail commercial avec la signature préalable d'un bail en futur état d'achèvement. Les actions de la future société seraient inaliénables pendant une durée de 5 ans, période pendant laquelle seules les cessions entre sociétés ou les cessions effectuées par l'une des sociétés ou l'une des filiales ou sa société mère seraient autorisées. Hors période d'inaliénabilité, tout projet de cession d'actions devrait faire l'objet d'une proposition préalable d'acquisition aux sociétés. In fine, les actions donc régionales des Pays de la Loire et la société Vendée-Locimo seraient acquises par la société Tronico. Donc l'intérêt de créer cette société, pour nous, bien sûr, se manifeste à plusieurs niveaux. C'est un accompagnement d'un porteur de projet donc sur le développement du territoire vendéen, un investissement qui permet à Vendée-Locimo d'assurer une rentabilité et un développement donc, pour l'outil Vendée-Locimo. Par conséquent, il vous est proposé, donc, comme la ville de Luçon est bien sûr actionnaire et administrateur de Vendée Expansion, de donner son accord à la participation donc, de cette dernière société, donc la société Locimo, pour bien sûr entrer au capital. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances, on vous demande d'approuver et de donner votre accord à la prise de participation indirecte, donc à Vendée Expansion, pour bien sûr cette société, donc Tronico Immo. Voilà, tout simplement. Alors, à savoir que dans Vendée Expansion, la ville de Luçon aujourd'hui donc, entre au capital pour 0,48% des parts. On a 2800 actions à 5 € chacune, donc soit l'équivalent de 14 000 € donc, au capital donc, de Vendée Expansion. Voilà, nous sommes 3 communes de Vendée à être actionnaires. Il y a Luçon, Challans et Fontenay-le-Comte. Le reste, ce sont des communautés de communes et puis bien sûr des départements. Et les autres actionnaires, ce sont essentiellement des opérateurs que sont les banques, les caisses et puis des sociétés comme la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette délibération. C'est simplement d'approuver donc, et de donner l'accord à la participation donc, de Vendée Expansion afin d'envisager de dénommer donc, cette société Tronico Immo et d'entrer au capital. Avez-vous des remarques particulières? Non? Très bien, donc on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité, avec l'absence de François Edouin, momentanément. Ah, il est d'astreinte, d'accord. Troisième délibération. C'est bon, François? Il n'y a rien de grave? Non, mais je comprends. On va peut-être se mettre au vote. Non? Le fait qu'il est revenu. Si vous permettez, je ressoumets au vote du fait que François est revenu sur cette délibération donc, pour Vendée Expansion. Parce que je pense qu'on est l'unanimité. Enfin, on a l'unanimité, mais comme tu es sorti de la salle, on va quand même revoter. Donc, je vous redemande donc d'approuver cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous en remercie. Troisième délibération, c'est l'approbation de la convention d'études en vue de revitaliser le centre-ville avec bien sûr l'établissement public foncier de la Vendée. On parle vraiment de eux ce soir, dans le cadre bien sûr de Petite Ville de demain. Et je laisse la parole à monsieur Denis Lesage. Merci monsieur le maire. Il s'agit d'approuver effectivement une nouvelle convention d'études avec l'EPF. Considérant que la commune de Luçon a sollicité l'intervention de l'établissement public foncier de la Vendée sur les secteurs dits de l'îlot centre-ville et de l'îlot rue du Général de Gaulle, en effet, dans l'optique de rendre plus attractif son centre-ville et d'offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants, la ville de Luçon s'est engagée dans le programme Petite Ville de demain, à travers notamment des interventions fortes sur les espaces publics, des opérations sur les îlots dégradés et la remise sur le marché de biens vacants. Dans ce contexte, et consciente des enjeux en matière de maîtrise de l'étalement urbain et de revitalisation du centre-ville, la municipalité a souhaité solliciter l'EPF de la Vendée afin de l'accompagner dans sa stratégie foncière.
C'est pourquoi, eu égard aux orientations stratégiques définies par le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement public foncier, approuvé par délibération de son conseil d'administration le 27 novembre 2019, l'intervention de l'EPF de la Vendée est parue opportune aux fins de produire du foncier pour un projet mixte dont la programmation est à définir comportant du logement. Il est donc proposé que la commune puisse confier à l'établissement public foncier de la Vendée une mission d'acquisition foncière, de portage foncier et d'études foncières également sur les secteurs dits de l'îlot du Centre et de l'îlot rue du Général de Gaulle. Les périmètres d'intervention sont fixés à l'article 2 de la Convention pour une superficie totale de 92 395 m². Il est précisé que les parcelles sont situées en zone UA du PLU. Le montant de l'engagement financier de l'EPF est plafonné à 2 millions d'euros au maximum. La période de portage des immeubles acquis par l'EPF de la Vendée s'achèvera au terme de la convention et des avenants qui se présenteront, le cas échéant, quelle que soit la date des acquisitions. Vu l'avis favorable de la commission urbanisme du 3 mai, vu l'avis favorable de la commission des finances du 9 mai, vu la délibération numéro 2023-05 du conseil d'administration de l'établissement public foncier de la Vendée en date du 9 mars 2023, approuvant la convention d'études en vue de revitaliser le centre-ville, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc est invité à valider la convention d'études avec l'établissement public foncier en vue de revitaliser le centre-ville et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même, adjoint au maire, à passer et signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. Vous avez donc en annexe de cette délibération le projet de convention, alors qui est une convention un peu différente de celle que nous avons déjà, donc de la première que nous avions, sur laquelle nous étions engagés dès le début du mandat. La première convention pour l'ancienne piscine, donc c'est une action de portage vraiment d'opérations immobilières, d'opérations foncières donc, et de promotion immobilière. Donc, puisqu'on savait, on avait une idée plus précise de ce qu'on souhaitait faire et on maîtrisait complètement le foncier donc de l'ancienne piscine, la ville en étant propriétaire. Pour cette seconde convention avec l'EPF qui est proposée à votre vote ce soir, c'est d'abord une première phase d'études foncières et d'études de projets, parce qu'on ne va pas être sur du logement seulement, mais peut-être du commerce ou d'autres infrastructures publiques ou culturelles. Et d'autre part, on est sur des îlots, vous avez pu le voir sur la cartographie annexée à la Convention, on est sur des îlots pour lesquels on ne maîtrise pas complètement le foncier. Il y a une partie du foncier qu'on maîtrise, puisqu'il s'agit notamment des futures ex-écoles maternelles et du centre, pour partie, mais il y a une grande partie du foncier que nous ne maîtrisons pas, notamment l'ancien hôtel du Croissant, la Cloche d'Or également, et puis de nombreuses parcelles et du bâti, je dirais, ancien de centre-ville, où sont concentrés notamment des logements qui peuvent être pas forcément adaptés, des logements vacants, des logements qui ne sont pas forcément adaptés aujourd'hui à un habitat digne et confortable de centre-ville. Donc en vue d'étudier la faisabilité d'un projet de centre-ville, de poursuivre la revitalisation et de construire un projet mixte, donc il est nécessaire de passer par une première phase d'études. Donc c'est vraiment une convention d'études, ce n'est pas une convention qui permettra d'aboutir en 18 mois à des actions, mais une phase d'études donc portée par cette convention d'études avec l'EPF. L'EPF, c'est un établissement qui est compétent, qui est réputé et qui dispose de toutes les compétences juridiques, foncières, administratives pour nous accompagner sur ce type de projet. Le PF, c'est un organisme d'État, donc ça veut dire qu'il traduit et il transcrit et il nous fait bénéficier, donc, au travers de ces actions, des priorités définies par l'État, donc en matière de logement, mais en matière également d'aide financière, comme on peut en bénéficier sur l'ancienne piscine, sur la déconstruction à hauteur de 80%. Là, il y a également un fléchage d'aide financière sur la déconstruction éventuelle ou sur la réhabilitation ou rénovation, avec des montants
montants qui ne seront pas forcément inintéressants le moment venu. Donc on bénéficie d'aide de l'État au travers de l'EPF. Et étant petite ville de demain, nous sommes prioritaires pour signer ce type de convention avec l'EPF. Nous sommes fléchés commune prioritaire. Donc voilà, l'EPF est vraiment un acteur adapté pour nous accompagner sur ce type d'opération. Et pour décliner donc une politique foncière, un programme de logement, vous avez pu le voir dans la convention, donc il y aura une certaine densité à obtenir à la fin, 35 logements à l'hectare, un certain pourcentage de logements en locatif social, donc à hauteur de 20%. On était sur 15% sur la précédente convention, là on passe à 20% en fonction des directives de l'État. Et des activités, commerce, culture ou autres, au regard de l'étendue des îlots concernés. Donc voilà, on est vraiment sur une perspective de définition d'une stratégie foncière. Alors, nous, commune Ville de Luçon, mais également avec la communauté de communes, Sud-Vendée Littoral, qui est co-signataire de cette convention, pour définir donc une stratégie foncière au moyen d'une analyse foncière sur le périmètre défini au premier article de la Convention, accompagner la commune pour engager et suivre l'étude urbaine à réaliser. Si la commune ne réalise pas, bien sûr, l'opération directement en régie, ce qui sera probablement le cas, être accompagné, donc que la commune soit accompagnée par un ou plusieurs opérateurs, et conduire et définir des actions foncières corrélées par rapport au stade d'avancement des projets, puisqu'on se projette sur des actions et des projets à longue échéance sur ces îlots. Voilà. Et une veille foncière est mise en place sur ce périmètre, donc au travers de cette convention. Donc vous avez la cartographie également qui est jointe des deux îlots. Donc le premier îlot, c'est l'îlot dit de centre-ville, constitué de 198 parcelles. Alors, il comprend notamment les deux anciennes écoles, mais également l'hôtel du Croissant et la rue Clémenceau. Il va jusqu'à la Poste et il descend également, alors la Poste donc à l'est, et il descend au sud jusqu'à la place de l'Ancien Château. C'est le secteur le plus important. Et le deuxième secteur, le deuxième îlot, c'est l'îlot dit du Général de Gaulle, qui est constitué de 123 parcelles. Et donc, il représente une surface de 34 000, un peu plus de 34 000 m². Et il comporte notamment une zone d'action qu'on avait définie comme prioritaire au diagnostic PVD et à l'atelier Flash, qui est la zone donc, du bien 100 mètres rue de Gaulle et de la Cloche d'Or, du bar tabac de la Cloche d'Or. Voilà ce que je peux vous apporter comme information sur ce projet de délibération. Merci Denis pour les précisions complémentaires. Avez-vous des remarques et des questions? Oui. Une petite remarque, oui. Alors c'est vrai qu'on peut se féliciter, hein, le PF fait un super travail au niveau de la qualité de l'analyse, au niveau de tout ce qu'on peut récupérer comme subvention. Par contre, ce qu'on peut regretter, c'est la lenteur un petit peu de la mise en place des dossiers, c'est sûr. Genre encore parler de l'ancienne piscine, mais bon, ça traîne un petit peu, c'est malheureux. Et j'avais une question en relation quand même avec le PF. L'ancien terrain de EDF, qui est en friche, à Luçon, rue Adjudant-Barrois, il y a un panneau qui est marqué à vendre. Pour moi, ça faisait partie de la première partie EPF, là. Je ne sais pas si, Denis, tu peux nous en dire quelque chose. Ouais, vas-y. Alors, on l'avait intégré en fait dans le périmètre de la première convention, effectivement, pour, je dirais, pour voir, et puis pour se laisser une chance de pouvoir intervenir sur ce terrain qui est l'ancienne usine à gaz, en fait. Donc c'est un terrain dont on a suivi effectivement avec l'EPF, ça a été étudié, ça a été approfondi. Il y a eu de nombreux échanges avec l'EPF, avec son propriétaire actuel qui est Engie, en fait. Et ce terrain donc n'a pas pu être intégré à l'opération d'habitat donc qui va se finaliser. Pour quelles raisons? D'une part parce que c'est une propriété séparée dont on n'est pas propriétaire, qui appartient à Engie, et tous ces terrains pollués donc à l'échelle nationale ont été regroupés dans un pool de terrains donc qui nécessitent
des décontaminations lourdes. Pour information, et en valeur d'il y a environ plus de 5 ans en tout cas, et probablement presque une dizaine d'années maintenant, la décontamination de ce terrain, donc de l'ancienne usine à gaz, était évaluée donc, il y a plus de 5 ans à environ 700 000 €. Donc ça présentait, enfin l'EPF nous avait déconseillé, effectivement, à la fois ça aurait ralenti l'opération de nombreuses années. Donc ça n'allait pas forcément dans le sens souhaité de prendre encore plus de temps, et à la fois ça mettait en risque l'équilibre financier de l'opération, puisque vous imaginez une décontamination à plus de 700 000 € avec une évaluation très ancienne. Donc c'est pour ça qu'on n'y a pas été, et donc aujourd'hui il y a des opérations qui peuvent se faire, mais il faudra une décontamination importante de ce terrain. Ce qui est intéressant quand même, c'est que jusqu'à présent, c'était, on va dire, il n'y avait pas d'action entreprise, alors que là, on sait qu'au niveau national, Engie a un plan de décontamination de tous ces sites pollués à l'échelle nationale. Donc on peut penser qu'à un moment donné, bien évidemment, ils dépollueront le site de Luçon, à moins que qu'un opérateur veuille acheter. Mais c'est vrai que la dépollution aujourd'hui, elle était estimée à l'époque à 700 000. Alors après, en faisant une opération nationale, peut-être que les coûts seront moindres. C'est certainement ce qu'ils sont en train de faire, hein. Mais pour autant, mais enfin, on sait que ça avance quand même, hein. C'est une bonne chose, effectivement, parce que ce qui serait dommage, c'est que dans un temps, une fois de plus, encore long, on puisse quand même, ça serait dommage de ne pas y faire quelque chose, notamment autour de l'immobilier, enfin, ou même un autre projet, hein. Alors, juste pour compléter, en fait, dans l'étude qui a été faite avec l'EPF, ils ont bien intégré ce terrain. Il y a une sorte d'OAP, il y a une sorte d'organisation et de schéma global, donc de l'ensemble du périmètre, qui a été défini, notamment par la desserte, par une voie intérieure qui dessert ce terrain. Donc si jamais ça bouge et il y a une opération qui se fait, elle se fera en cohérence avec l'opération que la ville va réaliser sur le terrain de l'ancienne piscine. Donc il y a une orientation d'aménagement programmée qui est faite donc à destination de ce terrain. Donc ça sera quand même, ça se fera de manière cohérente en tout cas. Oui, si tout va bien, parce que là on va faire le choix dans quelques jours là, de l'opérateur sur l'ancien site. Effectivement, donc il y a cette emprise, hein, qui est prévue pour un cheminement pour rejoindre effectivement éventuellement donc un projet qui pourrait, on l'espère, voir le jour sur ce site qui aujourd'hui malheureusement est encore pollué. Voilà, merci pour les précisions, Denis. Avez-vous d'autres remarques? Non. Mais on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient, qui est pour. Donc votez à l'unanimité, on vous en remercie. La délibération suivante, c'est les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure. Je laisse Arnaud Charpentier nous la décrire, cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, je vais essayer de vous résumer la délibération pour essayer d'être un peu clair, parce qu'il y a quand même pas mal de chiffres. Donc effectivement, sur la taxe locale de la publicité extérieure TLPE 2024, donc vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les différents articles, donc la délibération du 17 mai 2022 fixant les tarifs de la TLPE applicables 2023 et l'indice de consommation publié par l'INSEE définissant les tarifs maximaux applicables en 2024. Donc on considère l'article alinéa 3 qui fixe que le tarif impliqué est multiplié par 2 lorsque la superficie cumulée des enseignes est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés, et par 4 lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Et on considère que dans le Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50%. Donc, considérant que l'actualisation des tarifs pour l'année N+1 doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, donc prise avant le 1er juillet, donc les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix de la consommation hors tabac de la pénultière année. Vous avez donc ainsi les tarifs maximaux de la TLPE prévus. Donc, vous retrouvez pour la commune et EPCI de moins de 50 000 habitants 17,70 € par mètre carré et par an. Et vous avez ensuite le détail par commune et par EPCI. Par ailleurs, il est précisé concernant les enseignes que les tarifs appliqués multipliés par 2 lorsque la superficie est supérieure
à 12 mètres carrés inférieurs ou égal à 50 mètres carrés. On vous redit exactement les mêmes informations lorsque vous êtes les enseignes dont la somme de superficie est supérieure à 12 mètres carrés. Pour ce qui concerne la publicité sur le mobilier urbain, les mobilités de sa taxation doivent être définies préalablement au lancement de la mise en concurrence relative au futur marché. Une délibération s'impose pour l'application de cette exonération. Donc il est ainsi proposé au conseil municipal d'adopter le tarif maximal pour les publicités, donc des préenseignes, donc de 23,30 € par mètre carré et par an, on précise bien par an, compte tenu de l'appartenance à l'EPCI, donc de supérieur à 50 000 habitants, d'adopter un tarif de base de 15 € par mètre carré et par an pour les enseignes, c'est-à-dire un tarif inchangé par rapport à 2023, en maintenant l'exonération des enseignes pour celles scellées au sol dont la surface totale est comprise entre 7 et 12 mètres carrés, mettant en place une raréfaction de 50% pour les enseignes dont la surface totale est comprise entre 12 et 20 mètres carrés, et d'augmenter le tarif des enseignes dont la surface est supérieure à 20 mètres carrés afin de rectifier de manière progressive et sur plusieurs années le tarif des deux tranches les plus élevées pour les amener vers les tarifs prévus par les dispositions légales compte tenu des coefficients multiplicateurs, et d'adopter l'exonération des publicités sur les mobiliers urbains relatifs au futur marché. Et vous retrouvez ainsi l'ensemble des informations avec l'exonération qui comprend les enseignes de 20 à 50 mètres carrés et celles supérieures à 50 mètres carrés, et d'approuver ces tarifs qui seront applicables au 1er janvier 2024 suivant la grille tarifaire ci-après. Voilà pour l'ensemble des informations sur la TLPE. Bien. Avez-vous des remarques, des suggestions? Oui. On a vu réponse à nos questions en commission finance. Je trouve qu'il manque un peu l'esprit d'analyse, de synthèse. Là, on lit les délibérations, c'est pas une critique, hein, loin de là. Je pense qu'il faudrait juste expliquer que l'objectif de cette délibération, c'est de vraiment forcer les grandes enseignes à diminuer de taille. Hein. J'allais y venir. Hein. Oui, j'imagine, mais ça aurait été bien de le faire avant. L'objectif, donc, c'est de diminuer la taille des enseignes, puisque les entrées de ville sont, pas que la nôtre, mais la nôtre plus précisément peut-être, hein, vraiment pas très jolies. Vivement qu'on fasse tomber ces grandes enseignes, lumineuses ou pas, c'est pas le problème, mais voilà, elles sont trop grandes, prennent trop de place. Vive les arbres. Complètement. Donc c'est le principal objectif. Je vous remercie de le rappeler. C'est vraiment la pollution visuelle. Hein. Aujourd'hui, cette pollution visuelle, il faut qu'elle soit plus de fait. D'autant qu'on est aux portes d'entrée du Marais Poitevin et on l'a fait comprendre à différents moments. Même, je crois que c'est la Chambre régionale des comptes qui faisait savoir qu'effectivement, il fallait appliquer cette taxe pour inciter les entreprises. D'ailleurs, le but, il est là, c'est d'inciter à ce qu'il y ait des super... Bon, qu'on fasse de la publicité, c'est normal, qu'on ait des enseignes, des préenseignes, mais qu'on évite une grandiloquence qui effectivement, est complètement démesurée. Alors, je ne vous cache pas, effectivement, il y a des entreprises aujourd'hui qui grondent parce qu'ils se disent mais c'est pas possible, vous nous taxez, on en a marre de taxer. Mais à travers ça, le but premier, c'est bien celui-ci, c'est de diminuer les surfaces qui sont... Alors autrefois c'était déclaratif, hein, il suffisait de déclarer chaque entreprise déclarait ce qu'elle avait en superficie. Alors ils n'avaient certainement pas les mêmes notions de superficie que nous aujourd'hui, mais ça c'est important. On a un cabinet qui suit bien l'affaire et c'est nécessaire, je crois, pour éviter effectivement cette prolifération de panneaux qu'on voit partout sur les bords de route autrement. Merci pour effectivement ces objections. En avez-vous d'autres? Non? Très bien, écoutez, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. La 5e délibération, c'est l'actualisation des tarifs de la taxe de séjour. Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, l'actualisation des tarifs de la taxe de séjour que l'on prend pour l'année à venir. Donc effectivement, c'est une délibération qui décide d'assujettir la taxe de séjour au réel les catégories d'hébergement suivantes, donc les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de touristes, les meublés de touristes, les villages vacances, les chambres d'hôtes, les emplacements pour les aires de camping-car et les parcs de stationnement touristique, les terrains de camping et terrains de caravanage, les ports de plaisance et l'hébergement en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas de nature d'hébergement mentionné au point 1 à 9. Donc c'est de fixer la taxe de séjour pour le 1er janvier au 31 décembre inclus. Donc elle sera fixée à partir du 1er janvier 2024 et vous retrouvez ainsi un tableau avec le tarif plancher, le tarif plafond et le tarif par nuitée
en euros, ce qui permet de voir ainsi, en fonction du type d'hôtellerie, de pouvoir voir ainsi la somme de la taxe de séjour, d'adopter le taux de 1% applicable au coût par personne de la nuitée pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, et décider que sont exemptés conformément à l'article les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou de relogement temporaire et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer journalier est inférieur au montant de 1 euro, quel que soit le nombre d'occupants. Et donc décide que ce tarif par personne et par nuitée sera majoré de 10% au profit du département de la Vendée, décide que la taxe de séjour sera versée après chaque fin de trimestre auprès du régisseur des recettes de la commune et décide de verser les recettes de la taxe de séjour dans l'année 2023 et les années suivantes sur le budget principal et décide que le produit de la taxe doit être destiné à favoriser la fréquentation touristique de la commune ou des dépenses relatives à des actions de protection et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques. Voilà, donc cette délibération concernant la taxe de séjour. Alors, il y avait une question que vous aviez posée en commission, effectivement, concernant pourquoi, effectivement, l'obligation donc de fixer cette contribution, peut-être pour les saisonniers, mais même ceux qui travaillent hors Luçon. En fait, juridiquement, donc, on s'est renseigné. C'est vrai que les mineurs et les titulaires d'un emploi saisonnier sur la commune sont exonérés de cette taxe, mais il n'est pas possible pour la ville d'exonérer sur le territoire d'une autre commune. On a bien regardé juridiquement ce qu'il était possible de faire ou pas. Par contre, les mineurs sont effectivement exonérés de cette taxe. Voilà. Alors, je ne comprends pas. Ils sont logés sur Luçon, mais on ne peut pas les exonérer parce qu'ils travaillent à l'extérieur. C'est ça que je ne comprends pas. J'aurais souhaité, en tout cas c'était la question, qu'on exonère tous les jeunes travailleurs qui habitent Luçon, pardon, qui travaillent sur Luçon ou pas. Ils sont bien sur notre commune, donc ils vont payer la taxe à la ville, pas à une ville extérieure. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas les exonérer. C'est juridique. C'est ça qui me perturbe. J'ai l'impression que la réponse n'était pas celle que j'attendais, en tout cas moi, M. Gannet. On n'a pas toujours les réponses qu'on attend. Hein. Pas ça. La question ne portait pas sur les lycéens. Non, c'était sur des emplois saisonniers. Pas sur les lycéens du lycée Atlantique. Hein. Du lycée Pétré, pardon. Non. J'avais pris comme exemple les lycéens, pas les lycéens, oui. les jeunes qui viennent à l'internat Pétré pendant l'été. Mais là, la question portait vraiment sur des jeunes qui seraient logés sur Luçon, mais qui travailleraient hors de Luçon. Parce que dans la délibération, c'est même marqué employés dans la commune. Mais beaucoup de jeunes travaillent à l'extérieur, dans d'autres communes. En extérieur. Mais ils sont logés sur Luçon. C'est ça. C'était ça. Et comme ils sont sur Luçon, je pense que c'est assez simple de les exonérer aussi, quoi. Oui, de toute façon, tous les saisonniers sont mineurs. Tous les mineurs saisonniers, qu'ils soient logés à Luçon mais qui travaillent à l'extérieur, sont exonérés. Il n'y a pas de problème. Alors là, la délibération dit les titulaires, on ne parle pas de mineurs parce que les personnes mineures c'est au-dessus, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune. Et la question c'était est-ce qu'on peut élargir à employés hors commune aussi, mais ils sont bien logés sur Luçon. Oui, mais comme ils sont mineurs, qu'ils soient dans la commune ou hors commune, ils sont exonérés. Alors, je ne parle pas des mineurs, parce que les mineurs, ils sont obligatoirement exonérés, mais c'est les majeurs. Les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans qui font un emploi saisonnier. Ça, juridiquement, je ne sais pas. Je pense que c'est possible, mais ils sont chez nous. Faut qu'on regarde. Si on peut aider les jeunes à ne pas trop payer des taxes. On est bien d'accord, mais après... C'est pas possible sauf s'ils sont mineurs. C'est ça. Non, mais il faut qu'on revoie l'article du CGCT. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Pour un majeur saisonnier paye sa taxe. Voilà. Il n'y a que les mineurs qui ne payent pas la taxe. Alors, dans la délibération, voilà. J'insiste pas trop longtemps, c'est bien marqué les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune. Donc là, on ne parle pas d'âge. Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier peuvent être majeurs aussi. Là. Mais c'est une délibération qui est prise dans toutes les communes et les 4 critères qui ont été utilisés sont les critères qui sont utilisés dans toutes les communes. Donc c'est-à-dire que c'est le texte légal qu'on a pris en fait. On ne peut pas modifier le texte légal. D'accord. Donc la question c'était est-ce qu'on peut élargir élargir justement aux jeunes, les mineurs sont forcément exonérés et après c'est ceux qui travaillent dans la commune.
Mais comme la même délibération est prise dans toutes les communes, effectivement, il y a toujours des gens qui sont en marge d'une réglementation. Mais comme c'est les 4 points qui sont mis dans l'article qui est référencé dans le texte, dans l'article L2333-31. Voilà, donc après, modifier cet article-là, ça relève plus de la ville de Luçon, je pense. Bon, on demandera à Pierre-Henri à ce moment-là s'il peut faire quelque chose pour nous. Je te laisse lui écrire. Voilà. Très bien. Écoutez, on va délibérer sur cette délibération. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. On vous en remercie. Budget principal, décision modificative numéro 1, Monsieur Arnaud Charpentier. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, c'est une décision modificative numéro 1. Donc, considérant la possibilité de modifier le budget de la commune jusqu'à la fin de l'exercice, donc considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédit pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières, donc considérant le caractère d'intérêt public de la construction du collège Arnaud Beltrame sur la commune de Luçon, considérant que le terrain cédé au département de la Vendée pour l'euro symbolique est inscrit dans le bilan de la commune de Luçon pour 609 000 et doit être sorti de l'actif, considérant la nécessité de procéder à l'audit régularisation pour satisfaire au solde des frais notariés, donc compte tenu que le chapitre suivant ne dispose pas de suffisamment de crédit pour passer les écritures, donc on a des recettes d'investissement de plus 609 000 sur le chapitre 41, compte 2111, et on a donc des dépenses d'investissement sur le chapitre 41, compte 204 412, et un avis favorable de la commission des finances. Et on a posé la question, effectivement, ce projet n'appelle pas d'observation de la part de l'agent comptable, qu'il s'agit d'une opération d'ordre destinée à constater la cession à titre gratuit du dit terrain. Voilà les informations. C'est juste une écriture comptable. Très bien. Avez-vous des remarques? Non. Très bien. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Votez à l'unanimité. Après, c'est la session de la balayeuse. Donc, Monsieur Arnaud Charpentier. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, une délibération sur la cession de la balayeuse donc, pour la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, qui souhaite acquérir notre balayeuse pour 94 000 € net, et un avis favorable de la commission des finances en date du 9 mai 2023 pour la cession de cette balayeuse. Voilà, donc on a acquis une nouvelle balayeuse, et donc on vend l'ancienne, et c'est la commune, bien sûr, de l'Aiguillon-la-Presqu'île qui a souhaité l'acquérir pour cette somme. Avez-vous des remarques particulières? Non. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Votez à l'unanimité. La 8e délibération, c'est le rapport annuel donc, de la commission communale d'accessibilité, la CCA. Je laisse Denis Lesage nous la décrire. Merci, Monsieur le maire. Vu le CGCT, notamment son article L2143-3, considérant la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 46 modifié par l'article 98 de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, la commission communale pour l'accessibilité doit établir un rapport annuel dressant le constat de l'état de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics. Attendu que le rapport doit faire l'objet d'une présentation au conseil municipal, vu la réunion de la commission communale pour l'accessibilité du 22 février 2023, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 3 mai 2023, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal est invité à prendre acte de la présentation du rapport annuel 2022 de la commission communale pour l'accessibilité, dont le rapport est présenté ci-après. Je vous le passe assez rapidement. Simplement, je vais m'arrêter. Donc, sur les données générales sont simplement actualisées, rien de spécial. Donc, plusieurs parties pour ce rapport donc, de la commission d'accessibilité. Le PAVE, le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics, en première partie, qui avait été établi donc, et approuvé en 2011. Vous avez les aménagements réalisés sur les secteurs liés au PAVE et hors PAVE. Alors lié au PAVE, le dernier secteur réalisé, qui a été un chantier important et réalisé sur plusieurs années, donc l'avenue Michel Rambaud, qui s'est terminé en ce début d'année 2023 par la place des Martyrs
de la Résistance. Il reste quelques tracés encore de peinture à faire et de sécurisation, mais sinon le chantier est à présent terminé. Hors PAVE, donc le cheminement piétonnier entre le giratoire Jean Monnet et la rue des Blés d'Or, sur la route de Fontenay. Pour les secteurs inscrits en programmation 2023 liés au PAVE, donc le boulevard de l'Océan tranche 1, les travaux ont d'ailleurs été réalisés. Il s'agit de la piste cyclable et des différents bateaux et des traversées donc piétonnes mises aux normes d'accessibilité. Vous avez pu le voir sur ce boulevard de l'Océan. Hors PAVE, donc la rue du Midi et la rue Traversière, qui sont les prochains travaux de voirie, donc qui sont en préparation, qui vont se faire au plus tard à la rentrée donc, de septembre. Et la rue Travaux, qui est en chantier, ainsi que ces carrefours avec l'avenue Wilson et avec la route de Saint-James. J'en profite pour vous annoncer, normalement, s'il n'y a pas de retard, et on croise les doigts, la réouverture du carrefour de la route de Saint-James et du chemin du Fief du Car, réouverture attendue parce que c'est vrai que c'est un carrefour important pour la circulation, réouverture donc avant le week-end de l'Ascension. Donc voilà, demain, normalement, réouverture. Si vous avez bien suivi, réouverture demain, donc avant le jeudi de l'Ascension, du carrefour de la route de Sainte-Gemme. On croise les doigts, mais il y a eu des intempéries. Normalement, ça devrait être bon. Les entreprises font le maximum, en tout cas. Et avec un changement de sens des circulations, il faudra faire attention, soyez attentifs. Les consignes ont été données pour bien baliser, afficher. Changement de priorité, hein, puisque en venant de Sainte-Gemme et en remontant de la rue du Grand Moulin, il y aura un stop. La priorité sera sur le Fief du Car vers la rue Travaux. Hein, changement de sens de priorité. Voilà. Donc vigilance les premiers temps. L'ADAP, je poursuis le rapport. Donc l'ADAP, agenda d'accessibilité programmée, avec les travaux qui étaient prévus donc en 2022 pour un grand nombre ont été reportés pour différentes raisons. La base nautique parce qu'elle n'est pas en activité, la salle Bossire puisqu'il y avait des travaux complémentaires préalables à faire pour ce qui est de l'amiante en toiture, le jardin du Maine puisque nous avions un petit chantier de rénovation du kiosque et que nous avons également à suivre d'autres chantiers que nous programmerons prioritairement dans le jardin du Maine. Donc ça veut dire qu'on reporte pour l'instant le cheminement prévu sur cette IOP, donc sur le jardin du Maine, qui communiquait donc sur l'allée Saint-François. On s'est reporté un petit peu plus tard. On va prioriser d'autres travaux sur le jardin du Maine. Le stade Jean de Mouzon, qui est en cours d'étude donc, pour 2023. Sur les travaux hors ADAP, donc, il y a eu la création de places de PMR, donc personnes à mobilité réduite, rue Victor Hugo et place de l'Ancien Château, réalisées en régie, et des lignes de guidage, place des Acacias et place Richelieu, réalisées par une entreprise extérieure. Pour les bâtiments communaux et accessibles, donc pas de changement pour l'instant. Sur les actions programmées pour l'ADAP, donc l'agenda d'accessibilité pour 2023, le stade Jean de Mouzon, donc pour les accès et les pourtours, donc toujours au stade de l'étude actuellement, c'est budgété. La base de voile reste inactive pour l'instant, donc reste en attente de son devenir. Pour les transports en commun, pas de changement, si ce n'est... non, pour les transports en commun, pas de changement. Pour les transports scolaires, la seule évolution, c'est la modification du site temporaire rue Jean Liver pour le pôle d'échange. Pas d'autres changements à ce stade. Et vous avez également les réponses aux questions diverses en dernière page du rapport et l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité, donc avis favorable sur ce rapport qui a été donné. Voilà. Très bien, Denis, merci pour ce rapport. Avez-vous des remarques à faire ? Oui, plein, je suis désolé. Ouais, non, mais... si nous pouvions remonter à la page 3 du rapport, s'il vous plaît. Déjà, j'ai une première question. Hein. Le PAV, donc le plan d'accessibilité sur la voirie et les espaces publics, s'étale sur combien d'années exactement, s'il vous plaît ? C'était 9 ans. Hein. 9 ans jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025. Au départ, c'était prévu, ils avaient dit 3, 6 ou 9. Ben là, je veux dire, allez, sur les 36 000 communes de France,
plus des 90% ont dû prendre sur 9 ans parce que c'est tellement, c'est un budget qu'on avait estimé à 5 millions d'euros, je crois. Hein. À l'époque. À l'époque. Et je crois qu'il va peut-être même être encore repoussé. Enfin, on en parle déjà parce que les collectivités font ce qu'elles peuvent et malheureusement, il y a tant à faire que c'est jamais terminé, vraiment. Donc, on est d'accord. Hein, oui, bien sûr. Là, c'est marqué donc 5 millions d'euros en 2009 qui avaient été tablés. Donc pour apparemment 7 ans, de 2009 à 2016. Quel est le budget de la ville quant aux améliorations de l'accessibilité environ 100 000 euros. C'est un budget. Alors ça dépend parce que quand vous avez vu Jean de Mouzon, c'est plus que 100 000 euros. Donc, mais en moyenne, c'est 100 000 euros par an. D'accord. Donc pour atteindre les 5 millions prévus, 50 ans. Oui, non, mais 50 fois 100 000. Non, mais comme on dit, on n'est pas tout à fait dans ça. Je sais que l'année, par exemple, on a mis l'ascenseur. Bon, on avait mis des budgets supplémentaires. On était certainement à plus de 200 000 euros à l'époque. Enfin, il faudrait que je revérifie, mais... Voilà. On en inclut également dans les tranches de travaux, par exemple sur l'avenue Michel Rambaud. Si vous voulez, même si on est bien d'accord qu'effectivement on est sur des temps longs, cependant les services intègrent à chaque opération de voirie, à chaque aménagement. Par exemple, vous prenez les travaux de l'espace Vrignot. Les travaux de l'espace Vrignot, l'accessibilité va être faite. Dans tous les aménagements qu'il y a eu sur le centre-ville, l'accessibilité a été faite. On a sur la piste cyclable boulevard de l'Océan, en même temps les services sont à cœur et sont très très attentifs pour faire l'accessibilité à proximité. Donc c'est intégré à chaque opération de voirie. Rue Clémenceau, l'accessibilité de l'auto-école Flan. Voilà, donc en fait, on peut dire aussi qu'il y a une bonne part qui est prise en compte dans le budget voirie, dans le budget trottoir, dans le budget piste cyclable, etc., etc. Donc ça, c'est masqué, vous ne le voyez pas en fait. Je vais prendre par exemple, on va attaquer très prochainement donc, les travaux sur le collège Beausire. Bien évidemment, il y aura une rampe d'accès aussi. Il y a des aménagements qui vont être faits pour l'accessibilité. C'est effectivement ça rentre dans le budget global après de voirie. Mais oui, il n'y a pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on se faisait la réflexion tout à l'heure là, en regardant un petit peu ce dossier. Il pourrait être beaucoup plus agrandi, mais les opérations propres à la DAP, c'est vrai qu'on les répertorie ici, mais il y a dans toute l'urbanisation, en fait, on fait en permanence d'accessibilité quelque part. Alors, le tableau 2022 est dramatique. Hein, je suis désolé, je ne vais pas essayer d'être désagréable, mais en 2022, sanitaire base nautique reporté, salle Beausire reporté, gendarme du Maine reporté, salle Jean de Mouzon en cours d'étude et ça sera fait en 2023. Les seules choses qui sont marquées en tout cas et qui apparaissent ici, comme vous dites, il y a beaucoup de choses qui sont faites à côté, c'est la création de passes PMR, un coup de peinture, et la ligne de guidage sur la place des Acacias, la place Richelieu, ce qui fait 2 000 euros de sortie hors régie quelque part. Ça fait pas beaucoup, tout en sachant qu'on a un gros souci, et vous le savez, de stationnement sur les trottoirs à Luçon. On l'a déjà évoqué en commission, on s'était un petit peu pris le bec là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aide les poussettes, les personnes en chaise roulante à pouvoir circuler sereinement sans avoir à passer sur les voies. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'il est prévu de faire par rapport à ça. Mais c'est un travail de longue haleine, hein, comme on dit. Oui, il faudra presque... Mais dans 50 ans, les gens sont toujours incivilisés, je pense, pour certains, malheureusement, hein, dans le cas du stationnement, et ça, on n'y pourra rien. Mais pendant ce temps, les gens continueront à prendre des photos, et ça nous... On fera un petit book prochainement. Ouais, on lit les photos effectivement qu'on reçoit et on lit les messages qu'on reçoit, mais en fait, ce que vous voyez pas forcément, c'est pas votre rôle, vous le soulignez pas, mais en mettant en accessibilité l'avenue Michel Rambaud, on a traité 1,4 km. Hein. Donc voilà, où on a mis en accessibilité les trottoirs, où on a tracé les marquages pour le stationnement pour concilier l'ensemble des usages. Et que les voitures ne soient pas sur les trottoirs, effectivement. Mais voilà, donc ça, vous ne le mettez pas en évidence. Mais bon, voilà. Donc on fait plein de choses tous les ans. Oui, on a encore une fois, le tableau, il a été présenté, vous n'étiez pas présent à la commission d'accessibilité, mais le tableau a été présenté en toute transparence, l'avancement, ce qui avance moins vite, mais on fait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans le tableau, mais beaucoup de choses qui sont faites en dehors, et la commission d'accessibilité a donné un avis favorable. Voilà. Donc on traite beaucoup de sujets.
Mais ils ne J'en sont pas suis sûr. tous dans le petit tableau que vous avez sous les yeux. Oui, c'est pour ça serait bien qu'il y ait des choses qui apparaissent dans le tableau. C'était un peu maladroit ou malheureux, je ne sais pas, les deux certainement. Je continue avec les petites remarques. Encombrement des trottoirs par les poubelles, les sacs jaunes. On en a parlé à la Comcom, hein, communauté de communes. Vivement qu'on ait des bacs où on puisse cacher les sacs jaunes, parce que qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est moche. Il y en a qui mettent dès le lundi alors que ça passe le jeudi, le vendredi. Vivement qu'on puisse les cacher. Et sinon, il y avait une question qui était posée, je voulais la poser, ça tombe bien, le jour de la commission. Je travaillais, je suis désolé, je n'ai pas pu venir. C'est par rapport à la maison Vrignot. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des portes coulissantes, pas la maison Vrignot, excusez-moi, la maison Esculap, la maison de santé? Parce que c'est marqué études en cours fin 2024 pour, si je ne me trompe pas. Alors, en fait, effectivement, les services techniques étudient en régie ce sujet avec différents petits travaux. Je ne sais pas, Evelyne, si tu veux en parler, mais c'est à l'étude. Voilà, comme c'est indiqué, voilà, ça a été noté et ça a été discuté lors de la commission. Donc voilà. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Comme là, on va réhabiliter prochainement, enfin l'année prochaine, si tout va bien, donc la mairie, hein, au niveau donc d'isolation, etc. Donc on en profitera, effectivement, on en profite dans ces cas-là pour mettre des portes électriques. Ça se fera en son temps. Il y a eu un manquement, je le reconnais, il y a eu un manquement certainement lors de la construction. Il aurait fallu mettre des portes électriques. Ça n'a pas été, c'est pas un choix qui a été fait. L'architecte l'a même pas proposé. Bon ben voilà, on n'était pas forcément il y a encore une dizaine d'années dans cette démarche. Aujourd'hui, bien évidemment, on fera attention à ça. Et c'est ce que disait à l'instant de Denis. Aujourd'hui, il n'y a aucune, il n'y a pas une opération qui n'est pas traitée dans ce sens-là en disant l'ADAP, l'accessibilité. Et on y vient, mais il faut du temps. Et c'est effectivement le temps, mais c'est aussi malheureusement des moyens et de l'argent derrière pour les collectivités. Et on fait avec, on fait comme on peut, mais en tout cas, on avance bien et on va continuer dans ce sens-là. Pareil pour les portes de la mairie. Je sais pas, est-ce que c'est en étude aussi, les portes de la mairie? Oui, ça y est. Oui, dans le cas de la réhabilitation de la mairie pour l'isolation, les portes coulissantes, ça fait partie quelque part aussi de l'isolation parce que hein, tout ce qui est énergie, effectivement, c'est important. Voilà, merci. Très bien, écoutez, le rapport ayant été énoncé par Denis, on va continuer dans ce cadre-là à développer effectivement et à essayer de rendre le plus possible les logements publics adaptés aux besoins donc, des utilisateurs. On le soumet à votre vote qui... Pardon ? Ah, c'est une prise d'acte, pardon, oui c'est vrai, excusez-moi. Ce n'est qu'une prise d'acte, donc il n'y a pas de vote. Donc on prend acte qu'effectivement le rapport a bien été présenté. Merci Denis. La 9e délibération, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Je vais laisser donc notre ami Christian Grimaud nous reparler donc de cette refonte de la partie de l'IFSE. Voilà. Merci Monsieur le maire. Donc je ne vais pas vous relire toute la délibération qui est assez conséquente et quelque peu complexe. Je vais vous donner des éléments qui sont essentiels pour pouvoir bien comprendre cette délibération. Donc le régime indemnitaire de la collectivité a été réformé en décembre 2016 et de cette réforme est sorti donc ce qu'on appelle le RIFSEP, avec ses deux composantes. D'une part l'IFSE qui est l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise destinée à valoriser les postes des agents et les suggestions liées au poste, et ainsi que l'expérience professionnelle. Et la deuxième composante qui est le CIA, qui est le complément indemnitaire annuel, qui lui est destiné à valoriser donc la manière de servir et l'atteinte des objectifs. Bon, il faut noter que cette part CIA a été délibérée, mais n'a pas été encore mise en place dans la collectivité. Alors, la partie IFSE que fait l'objet de cette délibération du dispositif a été appliquée à l'ensemble des cadres d'emploi qui sont éligibles au moment de son entrée en vigueur, mais nécessitait aujourd'hui donc d'être revue pour plusieurs raisons. D'une part, il y a certains cadres d'emploi qui sont aujourd'hui réglementairement éligibles à ce RIFSEP et qui se voient encore appliquer d'anciennes primes en lieu et place donc de ce RIFSEP. C'est le cas notamment des ingénieurs et techniciens. La deuxième raison, c'est que certains adjoints perçoivent des primes
qui ne peut plus être versé car ces primes sont liées à des sujétions particulières, telles que la réalisation de travaux dangereux, insalubres et incommodes, et doivent être intégrées donc à ce régime indemnitaire. À ce titre, la trésorerie nous a rappelé et nous a fait savoir qu'elle n'accepterait plus le versement de ces primes à compter du mois de juin. Donc c'est pour ça aussi, bien sûr, qu'on a réformé et qu'on passe ces délibérations. Également, à la demande de la trésorerie, un travail a été réalisé pour identifier des groupes de fonctions par cadre d'emploi et par filière et mettre à jour ainsi l'intitulé des emplois de la collectivité pour être davantage cohérent par rapport à la réalité des postes occupés et des niveaux de responsabilité. Enfin, il paraît aussi également juste d'étendre. Alors, ce RIFSEP était à l'origine donc étendu actuellement étendu uniquement aux fonctionnaires, donc il était intéressant quand même de pouvoir l'étendre aux agents stagiaires et contractuels sur emploi permanent et contrats de projet qui jusqu'à présent donc en étaient exclus, comme je viens de vous le dire. Les montants plafonds qui figuraient donc dans la délibération initiale de 2016 sont inchangés, car ils correspondent à des plafonds réglementaires qui sont référencés dans la fonction publique de l'État. Ils restent théoriques et en réalité supérieurs au montant réellement appliqué dans la collectivité. Alors vous avez le tableau qui vous indique d'une part les différents groupes par cadre d'emploi, par filière et par cadre d'emploi. Et vous avez également, donc, par les différents emplois, les plafonds annuels et mensuels qui sont fixés par la fonction publique de l'État. Donc nous avons eu des débats également au comité social territorial, et puis des avis qui ont été, donc le dernier CST du 9 mai, qui ont permis d'avoir les avis des organisations syndicales pour pouvoir valider cette réforme du RIFSEP. Donc en fait, la délibération qu'on vous soumet aujourd'hui, elle porte sur l'approbation donc de la partie IFSE uniquement, entendu que la part CIA qui a été libérée mais qui fera l'objet d'un travail d'analyse beaucoup plus important avec les organisations syndicales et donc le comité social territorial pour une mise en œuvre en 2024. Donc voilà, on vous demande donc par ces délibérations d'adopter à compter du 1er juin la proposition donc faite par Monsieur le maire relative aux nouvelles modalités d'application de la part IFSE donc de ce régime indemnitaire, de valider les critères et groupes donc de fonctions que vous avez sur ce tableau par cadre d'emploi proposé pour l'indemnité liée aux fonctions, suggestions et expertise. Et ensuite, donc, de valider les montants maximaux attribuables par l'autorité territoriale. Et valider donc l'ensemble des modalités de versement proposées, donc, qui vous sont proposées dans cette délibération. Donc voilà un petit peu pour les explications pour cette réforme, donc le régime indemnitaire, qui va dans le sens de l'équité pour tous nos agents. Il était travaillé dans ce sens-là. D'ailleurs, le CST l'a fait remarquer lorsqu'on a présenté le projet. Et nous a fait remarquer que, bien sûr, le but, c'est que les agents ne perdent pas au niveau des salaires et que les primes soient régularisées et soient surtout lissées et se mettent en conformité avec la loi, avec la législation, notamment au niveau du Trésor public. Voilà, donc je voudrais souligner également le travail qui a été fait et remercier les services des ressources humaines parce que c'est un gros travail de préparation qui a été fait pour présenter cette délibération. Et un gros travail donc, qui est très important pour notre collectivité. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette délibération. Voilà, comme vous l'avez compris, l'essentiel aujourd'hui porte sur le travail, donc sur l'IFSE, effectivement, principalement. Et pour le CIA, ça fera l'objet d'un travail d'analyse encore et de refonte, avec bien sûr le CST, le Conseil social territorial, qui pour une mise en œuvre, en tout cas on fait tout pour que ce soit mis en œuvre en 2024. Voilà, avez-vous des remarques particulières? Non. Écoutez, merci Christian pour effectivement s'attacher aussi à faire en sorte qu'on mette en place ces régimes auprès de nos services, sans pour autant, comme on le dit, qu'ils y perdent, bien évidemment, c'est le but. Très bien, on le soumet donc à votre vote pour cette délibération, qui est contre,
Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, voté à l'unanimité. La 10e délibération, c'est une création de poste, donc je laisse Christian Grimaud nous présenter cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, vous savez que la directrice des pôles financiers et marchés publics nous avait quittés dernièrement. Donc, le recrutement n'a toujours pas abouti, c'est un peu compliqué, de manière à pouvoir trouver un recrutement qui correspond au profil. Donc, malgré la volonté de respecter cette cohérence hiérarchique, en recrutant des cadres de la catégorie A, on a une difficulté de recrutement qui amène aujourd'hui à élargir le champ de recherche au cadre d'emploi des rédacteurs, donc dans la catégorie B. Donc de ce fait, comme on veut rechercher des postes dans ces catégories-là, et sachant que pour recruter, il est nécessaire impérativement de créer préalablement des emplois au tableau des effectifs. Si les emplois ne sont pas créés, on ne peut pas recruter ni lancer donc la publicité réglementaire sur l'ensemble des grades auxquels le poste est ouvert. Donc là, on demande de créer donc 2 postes sur le grade de rédacteur et de rédacteur principal du 2e classe, de manière à pouvoir lancer une publicité pour pouvoir ouvrir ces postes-là et espérer trouver donc un recrutement. Donc il est proposé de créer un poste sur chacun de ces 2 grades afin de faciliter donc les délais administratifs de recrutement, sachant que si les emplois qui ne seront pas honorés, les postes seront supprimés en fin d'année pour la mise à jour du tableau des effectifs. Voilà pour cette délibération. Avez-vous des remarques? Oui, est-ce que depuis la commission finance de la semaine dernière, vous avez eu un petit peu des personnes qui se sont positionnées pour cet emploi-là de directeur des finances ou pas du tout? Une personne? Oui. Une bonne personne? Oui, on a quelqu'un. Il y a l'entretien qui aura lieu bientôt, là, une commission d'entretien. Donc il y a une personne qui s'est pour l'instant manifestée. Maintenant, on ne sait pas si on va la prendre, on attend la commission entretien. Très bien, merci. Voilà. On en est là pour l'instant. Très bien, donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci. Création d'emplois saisonniers, monsieur Christian Grimaud. Merci, monsieur le maire. Donc là, il s'agit, c'est une délibération qui revient chaque année, sachant que d'abord pour le ALSH, donc pour les centres de loisirs, on a une estimation donc, de besoin de recrutement qui doit se faire étant donné la fréquentation des saisons précédentes, la mise en place de 4 mini-camps d'une semaine. Et sachant aussi qu'on a quand même des personnels d'animation qui sont présents toute l'année, cet effectif est réduit du fait des congés annuels. Donc il s'avère nécessaire par rapport aux activités qui sont programmées de devoir recruter 13 emplois saisonniers au maximum pour le mois de juillet et 13 emplois donc, pour le mois d'août. Donc ça c'est un maximum, sachant qu'on adaptera en fonction des besoins pour le centre de loisirs. Alors les tarifs que vous avez les tarifs dans la délibération qui vous sont proposés. Donc bien sûr, ils ont été revalorisés par rapport à l'an dernier, compte tenu de l'augmentation du point d'indice qui est survenue donc, au mois de juillet 2022. Ensuite, d'autres emplois saisonniers que l'on fait tous les ans, concernant les services techniques pour les ateliers espaces verts. Donc il y a 4 agents qui sont recrutés, 2 sur le mois de juillet et 2 sur le mois d'août. Donc la délibération prévoit donc 4 emplois saisonniers dans chacun de ces 2 services, espaces verts et ateliers, donc pour la période de juin jusqu'à septembre, afin d'avoir plus de souplesse au niveau des recrutements et en fonction des besoins et des profils retenus. Donc soit on peut prendre un agent sur 4 mois ou 2 agents sur 2 mois. Donc voilà, donc c'est l'objet de cette délibération qu'on vous demande donc de pouvoir créer ces postes de saisonniers. Très bien. Avez-vous des remarques? Petite remarque. Ça fait toujours plaisir quand vous écoutez nos remarques. On avait fait cette constatation l'un des tout premiers conseils municipaux ensemble, c'est ça. C'était sur le traitement des animateurs non qualifiés. On trouvait le montant très très faible. Là, vous l'aviez augmenté, ça fait plaisir. C'est vrai que ça reste à 28,45 € brut
pour un animateur non qualifié pour 9 heures de travail par jour. Ça fait 3,50 de l'heure en brut. Ça fait pas grand-chose. C'est pas une critique. Hein. Si on regarde dans les autres communes aux alentours, on est même des fois en dessous. Mais c'est vrai que pour motiver les jeunes à se mettre au travail, 28 € par jour sur 9 heures de boulot, ça fait pas beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si un jour on pourra monter un petit peu encore. On n'a pas des finances. C'est vrai qu'on les avait augmentés il y a 2 ans, je crois. Oui, il y a 2 ans. Donc, voilà, donc on avait fait cette augmentation. Là, on a eu l'augmentation par rapport au point d'indice. Hein. Donc voilà, donc c'est une augmentation qui est arrivée il y a 2 ans, enfin qu'on a appliquée il y a 2 ans. Donc on reste sur les mêmes tarifs, quoi. Merci pour les remarques. Avez-vous d'autres remarques? Non, très bien, on soumet à votre vote. On est content d'avoir comme des saisonniers, c'est vrai, qui puissent... Pardon? Je m'excuse. Allez-y. Juste une petite remarque, la dernière ligne, les 2 dernières lignes, surveillant de baignade plus de 6 ans et moins de 6 ans au même tarif, ça me paraît assez étrange. Moins de 6 ans, plus de 6 ans. Je vois pas l'intérêt de faire 2 lignes si c'est le même tarif, enfin je sais pas. Oui, c'est sûr. C'est vrai que... C'est... Ouais, parce que je pense que c'est parce que ce sont 2 postes différents. Ouais, mais au même tarif alors? Oui, après, le tarif est le même, mais comme ce sont 2... Non, mais je veux dire, les moins de 6 ans, il faut peut-être prendre certainement plus d'attention encore qu'un... Donc c'est peut-être pas tout à fait le même niveau de catégorie d'emploi de saisonnier qui doit être pris. Hein. Je ne sais pas. Ah, c'est une question certainement d'équivalence en formation, certainement. Hein. Je pense que c'est ça. Oui. Ouais, on s'était posé la question parce que un peu plus haut dans le tableau, il y a animateur référent moins de 6 ans et plus de 6 ans sur la même ligne à 72,45. Et quand un peu plus bas, on a vu qu'il y avait 2 lignes pour moins de 6 ans et plus de 6 ans, il y a peut-être un copier-coller qui n'a pas été fait ou mal fait. À revérifier quand même, vous avez raison. On va revérifier sur le tableau. Oui. On va revérifier sur le tableau. Puis s'il y avait des changements, on vous le fera savoir pour la prochaine délibération. Mais je pense que c'est plutôt un problème de compétence pour les maîtres nageurs, parce que c'est quand même... Quand on est dans l'eau, c'est particulier. On va vérifier la cohérence des données là, sur le tableau. Oui. Merci pour la remarque. Donc on soumet à votre vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc votez à l'unanimité, merci. Alors la dernière délibération, c'est donc la 12e, c'est l'adhésion de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au syndicat mixte des marais de Charente-Maritime, qui s'appelle l'UNIMA. En fait, c'est une délibération qu'on a prise déjà au conseil communautaire, mais dont les collectivités doivent s'en emparer aussi. Il s'avère qu'il y a un syndicat mixte de l'Union des marais de la Charente-Maritime qui s'appelle l'UNIMA, qui a développé pour ses adhérents un outil d'aide à des décisions et la surveillance des surcotes et des submersions marines à l'échelle du Pertuis charentais. Il permet en fait de préciser l'aléa et à l'échelle locale avec des modélisations haute résolution. Il se compose d'un atlas de tempêtes théoriques qui permet de visualiser les conséquences de 96 configurations météorologiques en termes de surcote et de submersion marine et d'un système opérationnel de prévision des niveaux marins, ce qu'on appelle les vagues, les surcotes et les submersions, mises en œuvre lors de configurations météo-océaniques à risque. En fait, ce système de cartographie permet d'anticiper sur ce qui pourrait être demain avec toutes les submersions. Voilà. Donc c'est un système de simulation qui est très intéressant. Simplement, donc, ce syndicat mixte porte ce logiciel qui a un certain coût, d'ailleurs, qui comporte pas mal de cartographie. Et en fait, la communauté de communes donc, étant compétente dans ce qu'on appelle la GEMAPI, hein, donc effectivement, donc, c'est... La GEMAPI, donc, c'est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc, la communauté de communes ayant cette compétence souhaite adhérer à ce syndicat pour permettre d'avoir accès, donc, bien évidemment, à ces cartographies tout naturellement. Donc, c'est ce que proposé dans la délibération, c'est de permettre à la communauté de communes d'adhérer donc, à ce syndicat pour pouvoir, bien sûr, après, avoir accès à ces cartographies, à participer aussi, bien évidemment, au champ d'action de ces compétences et de participer à des COTEC ou des COPIL qui pourraient être bien évidemment dispensés auprès donc, des communautés de communes dans ce cadre-là. Voilà ce qui est précisé dans cette délibération que l'on soumet à votre vote. Donc, on vous demande d'approuver l'adhésion de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au syndicat mixte de l'Union des marais de la Charente-Maritime, l'UNIMA,
et de notifier la présente délibération, bien sûr, à la communauté de communes sud-vendée littorale. Avez-vous des remarques particulières? Non? Très bien, écoutez, bon, je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Votez à l'unanimité, merci. Alors, tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'informations à apporter, si bien que j'ai omis de vous parler des décisions du maire. Donc, je voulais savoir si vous aviez des remarques concernant ces décisions. Oui. Bonsoir à tous. Oui, j'ai quelques petites remarques sur la ligne D063 2023. Il y a une mission de graphisme pour les services de la ville. Alors, ça ne concerne pas le logo de la ville, puisque c'est une autre personne qui est mentionnée. Donc à hauteur de 9 600 €, on aurait bien voulu savoir à quoi ça correspondait. Ouais, alors, antérieurement, donc, au niveau de la communication de la ville de Luçon, il y a toujours eu une graphiste, il y a eu également une chargée de communication. Aujourd'hui, on a, alors je ne parle pas de la chef de pôle, parce que la chef de pôle, c'est un catégorie A qui gère aujourd'hui le pôle culturel, le pôle animation, le pôle communication. Donc c'est une personne qui est, on va dire, n'est pas exécutante, mais est administratrice. Donc dans le pôle communication aujourd'hui, on a une personne qui fait le graphiste, la communication, et bien sûr vous avez à côté donc TLSV avec notre cher ami Anthony qui est derrière les manettes là que je vois, dont d'ailleurs on attend toujours un recrutement qui se profile d'ailleurs très vite, on l'espère. Et donc pour le pôle communication proprement dit, donc il y a aujourd'hui une graphiste, mais par contre dans le cadre de la communication, je veux dire ça suffit pas. Avant on avait ce qu'on appelle des stagiairisations. Aujourd'hui on n'a pas de stagiaire, donc on a pris une personne en freelance pour un contrat de 6 mois, donc qui va se terminer normalement, je crois, c'est en septembre. Pardon ? Oui, c'était un contrat d'apprentissage, pardon, qu'on avait auparavant, mais là on a pris quelqu'un en freelance, qui habite pas loin, qui habite dans le secteur de Luçon, qui a un contrat de 6 mois. Et on espère en tout cas qu'à partir du mois de septembre, on aura donc à nouveau un contrat d'apprentissage pour effectivement être auprès de la personne qui fait donc tout ce qui est graphisme et puis communication sur la ville. Avant, on avait, il faut savoir, on avait 2 emplois. Maintenant, aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris cette personne pour nous aider aujourd'hui. C'est elle qui a préparé les guides de l'été, par exemple, que vous allez voir. Donc, c'est cette personne qui l'a faite. Pardon ? La plaquette du théâtre Pinandy aussi. Voilà. C'est deux dossiers principaux qu'elle avait à mettre en place. D'accord, merci. Bon, je tiens à souligner le magnifique travail d'affiche justement sur l'inauguration du kiosque. Elle est magnifique cette affiche, donc effectivement on se demandait pourquoi est-ce qu'on ne donnait pas à cette personne-là qui a d'énormes qualités, effectivement sur cette affiche-là, le travail, mais on comprend mieux. Avant il y en avait 2, il n'y en a plus qu'une, donc forcément c'est compliqué. Deuxième petite remarque sur la décision 076-2023 et 078-2023 sur des moins-values par rapport à cette société Techniver sur l'entretien du patrimoine arboré. Alors pourquoi ces moins-values ? Je pense qu'il y en a au moins une sur des quantités qui avaient été évaluées pour des inspections complémentaires sur les arbres, si c'est ça. Mais je ne peux pas vous le confirmer. Voilà, sur les marchés qui sont passés, effectivement, il y a des ajustements en fonction des quantités réelles des prestations. Donc les services suivent ça vraiment à la quantité réelle. Donc il peut y avoir aussi des moins-values, c'est-à-dire des prestations qui ne sont pas réalisées par rapport au marché initial, des ajustements. Voilà. D'accord. C'est plutôt bien, ça veut dire qu'il y a une bonne gestion et un bon suivi. D'accord. J'en profite d'une petite remarque sur justement l'entretien, alors pas forcément du patrimoine, mais des espaces verts, oui. Où on a de mémoire, je crois, 3 entreprises qui interviennent pour tondre la pelouse, etc., ou couper, tailler les bosquets. Moi, j'invite un peu les Luçonnais à dire quand le travail est bien fait, mais aussi quand le travail est mal fait. Et de façon personnelle, j'ai un petit bosquet devant chez moi, ça a été taillé au rotophile et pas du tout ramassé. Donc je tenais à en parler à Monsieur Le Sage. Oui. C'est vrai que le printemps, là on est dans la période un peu critique de l'entretien. Il y a eu des entreprises, certains prestataires ont démarré en retard, il y avait des sujets administratifs.
C'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de responsable d'espace vert, des espaces verts. Hein. On est en recrutement sur ce poste-là. Et notamment, dans la définition du poste, il y a le suivi de tous ces marchés, hein, c'est-à-dire au-delà de la supervision des équipes espaces verts, c'est surtout ce qui manque aujourd'hui, puisqu'on voit les services espaces verts fonctionnent plutôt bien. L'entretien est plutôt bien fait sur les secteurs, et là, je voudrais quand même reconnaître le travail qui est fait par les services des espaces verts de la ville. Cependant, effectivement, sur les marchés, il nous manque une personne qui suive vraiment et qui marque au plus près les prestataires, là, effectivement, sur des marchés différents du cas précédent, c'est-à-dire là, sur les marchés d'entretien. Hein, parce qu'il y a toujours des sujets administratifs à suivre, des ordres de service de démarrage, etc. Et là, il nous manque ce technicien espace vert. Et voilà, il y a des petites choses qui ne se passent pas idéalement. Et on a des remontées, vous inquiétez pas, les Luçonnais nous le disent. et en tant que Luçonnais, je vous remercie de le faire remonter aussi. Je l'observe aussi, nous l'observons, les élus l'observent et nos collègues aussi nous le disent régulièrement lors des réunions. Voilà, quand on le sait généralement quand il y a un petit couac, mais n'hésitez pas, c'est normal à nous le dire. Non, mais juste pour compléter, parce que vous avez raison, hein, y a des secteurs, parce que les élus nous les remontent. Aujourd'hui, on a une société qui justement avait obtenu un marché, qui ne fait pas le travail correctement, voire même qui ne le fait pas du tout. Donc, pas plus tard que ce matin, j'ai donc signé une lettre de recommandation très vive pour que ces gens se mettent au travail le plus rapidement possible, parce qu'aujourd'hui, il y a des manquements. Alors c'est vrai qu'on essaye de suivre au maximum, mais il faudrait être derrière très souvent. Mais vous avez raison, faites remonter lorsqu'il y a des remarques comme ça, pour que nous, on puisse agir rapidement derrière. Donc là, il y a aujourd'hui une alerte a été lancée, et on espère que... C'est job insertion. C'est job, voilà, enfin, je passe citer la société, mais voilà. On a adressé ça ce matin. Voilà. Avez-vous d'autres remarques concernant les décisions ? Non. Par contre, donc les DIA aussi, vous avez été soumises, hein, vous avez dû les recevoir. Voilà. Avez-vous des remarques sur les DIA ? Non. Très bien, bon, je vous en remercie. Écoutez, l'ordre du jour est épuisé. On peut considérer que la séance, bien évidemment, est close. Le prochain conseil municipal aura lieu juste avant le début de l'été, donc c'est le 4 juillet, théoriquement, qu'il est prévu. Oui. Juste une petite question. La foire expo, où en sommes-nous ? Juste une petite question. Si, ben on va répondre juste, parce que je vais répondre quand même. La foire exposition, donc c'est simple, depuis que la foire est terminée, donc ça fait depuis le mois de septembre, on demandait les bilans, et surtout prévisionnels. J'ai eu le bilan et les prévisionnels hier matin. Hein, donc hier matin, parce qu'il a fallu relancer. Donc vous avez... non, pas hier matin, hier soir à 17h30, oui, effectivement. Si bien que dans le programme des activités de l'été, vous verrez, la foire exposition n'apparaît pas, parce qu'il fallait envoyer le bon d'impression donc hier matin. On a lancé un ultimatum, et puis donc on a eu les documents hier soir. Je vous avoue qu'à l'analyse, c'est catastrophique. Et donc là, on est en train effectivement de préparer à nouveau un courrier avec des questionnements. Enfin, on pose des questions au comité de la foire pour qu'ils nous répondent, on va dire, d'une manière saine et sereine, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop d'interrogations sur le devenir. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas donné quitus, effectivement, pour que la foire exposition ait lieu. Pour autant, sur les réseaux sociaux, vous avez bien vu, ne serait-ce qu'encore aujourd'hui d'ailleurs, ils en parlent, parce qu'ils savent très bien que, m'ayant adressé le courrier hier, ils s'attendaient peut-être à quelque chose, à un retour, enfin je ne sais pas, mais il faut qu'on analyse et puis qu'on en reparle. Voilà. Vous aurez très vite des réponses de toute façon. Merci. Si je peux me permettre, monsieur le maire, en parlant manifestation et de jeunes, pour rebondir, le dimanche, parce qu'il n'y a pas d'autres conseils municipaux, le dimanche 4 juin, donc il y a le Festival des Jeux, avec plein d'animations pour les jeunes, pour les familles. Donc n'hésitez pas à venir au Jardin du Maine. Et donc aussi également le 21 juin pour la fête de la musique qui a lieu le jour J, avec plein d'animations Place Leclerc et aux environs. Merci. Oui. Et le 3 juin, le campus pour la jeunesse. Voilà. Merci de m'avoir dit. Ça sent bon la jeunesse.
Merci à vous et à très bientôt, donc le 4 juillet. Merci.